cours. Bonsoir à tous. Je crois que ça y est, on est en direct. Tout fonctionne. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à Maxime qui a bien voulu venir de l'association Wanted Pédo. Pour qui j'ai… Bonsoir. Bonsoir à toi. Pour qui j'ai vraiment le plus grand respect, je tiens vraiment à le dire ici, devant tout le monde. Vous devez savoir que c'est un homme de terrain, que c'est quelqu'un qui œuvre énormément auprès des familles, qui se déplace dans toute la France et qui, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que son association a besoin d'aide à la fois humainement mais aussi financier. Donc, pour ceux qui voudraient participer, il a une page Facebook et il a un site Wanted Pédo. Donc, ce soir, si on a voulu faire cet entretien avec Maxime, c'est qu'on a nommé constat d'urgence, c'est que de graves dysfonctionnements apparaissent au grand jour avec le système de l'ASE, avec la justice aussi, puisque trop de familles actuellement sont en grande détresse, étant donné que beaucoup d'enfants sont placés abusivement. Alors, sur ma page Exister en liberté, beaucoup de gens sont venus me critiquer en me disant que je n'avais aucun chiffre. Ce soir, j'avais promis qu'on aurait des chiffres et donc nous aurons des chiffres que nous allons croiser et vous verrez ce qui se passe et à quel point il y a des abus en France. Donc, je signale que vous trouverez la vidéo sur Wanted Pédo, sur Exister en liberté, sur la page Les États généraux, sur Pure Média, qui est un média collaboratif. Alors, vous tapez puremediavocal.fr, et vous pourrez accéder sur ce média. Ensuite, sur Métastase, on va consacrer du temps à la fin de cette vidéo pour répondre à toutes vos questions. J'espère que vous aurez des questions. On essaiera de répondre aux questions, en tout cas, les plus pertinentes. On ne fera pas de répétition. Voilà, donc on vous remercie de contribuer aussi à ce débat et je remercie vraiment Maxime d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse démarrer. Moi aussi, Corinne, je te remercie pour ce que tu fais parce que ça fait plaisir de voir des citoyens qui sortent du silence pour dire un peu, pousser des coups de gueule. En plus, tu as de l'humour malgré toutes les vérités que tu peux dénoncer, donc on te remercie tous pour ça. Et je voudrais juste reprendre ce que tu disais un petit peu en présentant l'asso, c'est qu'effectivement, je me bouge beaucoup toute l'année. Maintenant, c'est un boulot à temps plein que je fais. Et pour tout te dire, je travaille même plus que lorsque je travaillais dans le privé. Dans mon métier, les métiers que j'ai pu faire, je travaille beaucoup plus. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais sans l'équipe qui m'accompagne et qui est avec moi tous les jours, aussi bien sur le terrain que sur les projets, que sur le site, à travailler, que à de l'accompagnement de famille. Et moi, je tiens aussi à remercier surtout tous ces gens-là, sans qui l'association ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut savoir qu'on est sur 14 départements. On a passé les 500 membres sympathisants et actifs sur le territoire et on accompagne aujourd'hui on accompagne 18 familles aujourd'hui victimes de pédophilie et aussi de placement, puisque souvent ça c'est lié, hein, quand il y a de la pédo, il y a un placement où on remet l'enfant directement au père prédateur, au père pédophile. Donc on en parlera au cours de l'émission. Là on va parler surtout des placements, hein. Je pense que toi aussi tu as travaillé ta partie chiffres, donc on va parler de tout ça, justement. On va déjà présenter l'ASE parce qu'il faudrait que les gens sachent exactement ce que c'est que l'ASE, parce que j'espère qu'il y a beaucoup de parents qui verront cette vidéo et qui vivent cette situation. J'espère qu'il y a aussi beaucoup de travailleurs sociaux qui sont présents avec nous parce qu'ils n'ont pas l'air de savoir ce qui se passe réellement dans leur propre institution, ce qui est quand même fou. Alors, l'ASE, l'ASE, je fasse attention quand même, à chaque fois on me reprend. Ouais, voilà. Hein, c'est important, c'est capital. Exactement. En fait, hein. C'est capital. C'est capital de bien le dire. Voilà. Comme tu l'as très bien dit, on dit des pâtes. On ne dit pas des pâteux. Voilà. Oui, mais là, on dit un naze, on ne dit pas un naze. Voilà. Oui, on dit un naze. Voilà. Donc, effectivement. Alors, l'ASE est un service qui dépend du conseil départemental général maintenant, avec sa réalité économique. Hein, c'est très important. Donc, la première mission de l'ASE est de protéger. La deuxième, d'avoir sa mission de seconde est un soutien éducatif et matériel.
La troisième est la prévention. La quatrième, le contrôle. Et la cinquième, des signalements. Et ce, depuis 2016, c'est une nouveauté. Son financement, elle est par les États, elle est donc financée par l'État, les collectivités locales, les régions, aussi par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Alors ça, c'est important de le comprendre pour l'autonomie, ce qui explique sans doute autant de velléité pour placer les enfants autistes sans l'accord des parents, sans que les parents ne l'aient demandé, puisqu'on a beaucoup de parents qui souffrent actuellement parce qu'il y a beaucoup d'enfants autistes ou adolescents autistes où on fait des placements abusifs. Ça aussi, il faut en parler. Ensuite, la Caisse de sécurité sociale, voilà, qui vient aussi financer. Puis, les régions maintenant financent donc aussi tous les enfants confiés à l'ASE, les éducateurs, les compléments de l'ASE, les placements administratifs judiciaires, les directeurs de l'ASE, les AS, enfin tout ça, tout ce beau monde. Ensuite, les conseils généraux qui vont financer toutes les mesures d'AEMO, administratives ou judiciaires. Elles-mêmes sont des structures, l'AEMO, il faut le savoir, est une structure qui est placée sous la loi de 1901, donc une association qui, tous les 5 ans, est reconduit par arrêté préfectoral. Alors bon, je pense que ça se fait pratiquement à chaque fois puisque ça dure depuis des années. C'est grâce à cette seule habilitation qui apporte la garantie aux magistrats de la qualité du personnel et de leur probité. Donc, 12 000 établissements en France et ce sont les présidents des conseils généraux qui fixent chaque année le prix de la journée par enfant. Alors, cette journée par enfant, quand ils sont placés, c'est de 66 € à 305 €. Alors là, on se demande dans quel département il vaut mieux vivre, on ne le sait pas, mais on voit qu'il y a quand même des écarts phénoménaux. Ça peut varier de 1 à 7 fois le prix par enfant, selon l'endroit, l'enfant et l'endroit où il est placé, en fait, en vérité. Voilà, c'est exactement ça. De 1 ça. à 7 fois le prix, voilà. Ouais. Okay. C'est intéressant de le savoir. Alors après, on a d'autres chiffres. Je crois que tu en as aussi, Maxime. Alors, les chiffres de l'ASE. Oui. Donc, là, c'est pour mes détracteurs, en fait. Hein. J'avais vraiment promis des chiffres, donc je tiens vraiment à les préciser. Et je vais vous donner les sources. Donc, les sources, c'est l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Ensuite, l'adresse, direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques. Ensuite, la Cour des comptes, rapport 2009-2010, donc on est très loin des chiffres encore. Ministère de la Famille, de l'Enfance et des Droits de la Femme. Donc, les enfants placés pour 2004, 254 000 € perçus. Les mesures éducatives, pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Les enfants placés, il y a 254 000 enfants placés. Et en mesures éducatives, 270 000 pour 2004. Je passe ensuite à 2014. Nous avons 290 000 enfants placés et en mesures éducatives, 300 000. Nous sommes en 2014, je précise bien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les chiffres ont largement augmenté et que, en dépenses brutes, actuellement, l'AGE estime en 2007 à 6 milliards d'euros, en 2013, 7 milliards d'euros et en 2014, on est presque à 8 milliards d'euros. Ça veut dire 33% de plus. Donc, c'est quand même des chiffres qui font peur et qui sont gigantesques. Ça génère énormément d'argent. Alors, moi, les chiffres que j'ai, je les ai repris de plusieurs endroits. Donc, j'ai repris de la Ligue des droits de l'enfant. J'ai pris les chiffres aussi du livre Enfants en souffrance, la honte. On a d'ailleurs mis un reportage de France 2 sur notre site et il y a le livre qui est sorti. Et des chiffres aussi de Violette Justice qui gère beaucoup, qui s'occupe beaucoup de dossiers de placement abusif. Donc, il faut savoir que les chiffres que je vais sortir là, c'est 2 ans d'enquête dans l'aide sociale à l'enfance. D'accord ? C'est des journalistes qui ont fait 2 ans d'enquête et les chiffres, donc, il faut savoir qu'en 2013, là, c'est les derniers chiffres que moi j'ai trouvés, il y a 8 milliards d'euros, ça génère 8 milliards d'euros de financement à l'ASE. L'État, c'est ce qui donne tous les ans quasiment, ça varie, hein, ça monte avec les années aussi, et pour à peu près 200 000 professionnels. C'est très dur de trouver tous les professionnels parce qu'entre les particuliers, les foyers, les centres pour foyers enfants handicapés, etc., c'est très dur
de savoir combien il y a réellement de professionnels. Donc déjà, mais il y a 8 milliards. Voilà, ça représente quand même énormément d'argent. Il faut savoir aussi que leurs comptes sont contrôlés tous les 26 ans. Donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que il y a eu énormément, et il y a toujours énormément d'abus depuis des années dans les structures de l'ASE. Il faut savoir que quand on est un bel escroc, si on veut être contrôlé le moins possible, il faut aller se mettre là-bas. Alors, on va toujours reprendre qu'il n'y a pas que des escrocs, et bien sûr, il y a des gens qui travaillent bien, etc. Mais il y a tout un tas d'escrocs et de pédophiles qui s'infiltrent dans le milieu de l'enfance. Et ça, je n'ai pas honte de le dire, c'est un constat. C'est un constat de terrain. Voilà. Donc, ils ont leur compte contrôlé tous les 26 ans. Il faut savoir aussi, par exemple, les chiffres, que 40%, ça c'est le chiffre qui est soi-disant officiel, mais qui est pour justement les enfants en souffrance, la honte, qui est vachement sous-estimé. C'est-à-dire que le chiffre officiel, ça serait qu'il y aurait 40% des enfants qui sont passés, des jeunes enfants qui sont passés à l'ASE, qui seraient de jeunes SDF. Et en réalité, les chiffres, ça se rapprocherait plus autour des 80%, c'est-à-dire 80% des jeunes SDF ou des enfants errants ou qui vivent dehors ou voilà, sont passés par les structures de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Il y en a 1 sur 3 qui tente de se suicider, un enfant sur 3 qui tente de se suicider. Et les taux de suicide sont 3 fois plus réussis chez les garçons que chez les filles, de ceux qui sont passés à l'ASE. Donc, c'est quand même, ce qu'on se rend compte, c'est que si les enfants étaient aussi bien encadrés, s'ils étaient bien suivis, il n'y aurait pas autant d'abandon. Faut savoir que nous, on en parlera plus tard en deuxième partie d'émission, vu que l'on reste chez les chiffres, il y a des enfants nous, qui sont passés dans des foyers où ils se faisaient maltraiter par des militaires financés par les conseils régionaux. D'accord ? Et quand je te dis maltraiter, c'est qu'on les obligeait à nettoyer des caves à la lumière, sous une petite lumière qui fait 5 watts, à la brosse à dents. Et quand on venait passer avec une lampe de poche et que ce n'était pas assez bien nettoyé, ils se prenaient des coups de nerfs de bœuf. Donc ça, c'est du vécu. Donc on ne vient pas nous dire que tout va bien partout dans le pays des bisounours et que tous les enfants sont protégés. Bien évidemment, il y a de très bonnes structures en France. Je pense qu'elles se font de plus en plus rares. Je pense qu'il y a des bons travailleurs sociaux dans quasiment, je l'espère, toutes les structures. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une réelle omerta et que beaucoup de gens ne dénoncent pas ou alors se soumettent à la pression de leur hiérarchie lorsqu'ils font monter des choses, des dysfonctionnements ou des malversations. Voilà. Et après, bien évidemment, alors pour moi, il y a une partie qui jouit, on va dire, de la manne financière de ces placements et de la maltraitance des enfants. Ça, c'est encore autre chose. Donc après, je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais… Alors, il y a autre chose. J'ai encore des chiffres. Je te laisse finir avec les chiffres. Après. Alors, Maxime, si tu veux. Non. Alors, moi, je voulais parler Vas-y. Je voulais parler, en fait, du Code civil. Parce que les placements abusifs, c'est pratiquement 50%. Donc, c'est important de connaître quand même l'article 375 qui nous dit quand même plein de choses, parce que le législateur a quand même prévu des choses. Donc, je vous le lis et je demande aux familles d'aller le chercher parce que vous avez l'alinéa 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, vous allez pouvoir vous-même vous renseigner. Il nous dit quoi, l'article 375 ? Il nous dit « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou, parce qu'en termes de loi, le ou et le et ont beaucoup d'importance, ou les conditions de son éducation de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis. » Ça veut dire qu'il faut quand même 4 conditions. Ensuite, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice, conjointement, blablabla, vous lirez. Article 375.2. Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne soit une personne qualifiée, soit un service d'observation. Ce n'est pas ce qu'on observe, ce n'est pas même du tout ce que l'on observe. Ensuite, l'article 375.3 qui nous dit « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier, premièrement, à l'autre parent, deuxièmement, à un autre membre de la famille ou un tiers désigné de confiance. Et en troisième, seulement en troisième, le placement social à l'enfance ou un service, un établissement habilité pour l'accueil de mineurs. »
Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'enfants placés abusivement, 50%, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on trouve quelque chose qui est très intéressant. C'est Emmanuel Jaffry. Je te coupe juste 2 secondes, Corinne. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit qu'aujourd'hui, il y aurait 348 000 enfants placés en 2016-2017. Ouais, je crois que c'est à peu près les chiffres. Voilà. Donc, de toute façon, ça augmente tous les ans puisque faut placer tout ça. Faut faire entrer l'argent. Il faut dépenser l'argent qui est alloué à la protection de l'enfance, de gré ou de force, dans tous les cas. Donc, OK. Je te laisse terminer. Alors, en fait, cette dame, Emmanuel Jaffry, qui a fait une pétition au Conseil constitutionnel, qui fait partie du CEDIF, cette dame-là a proposé plein de choses. Mais surtout, elle dénonce plein de choses, notamment que la loi du 5 mars 2007 pose problème, puisque la dimension du risque est désormais l'unique critère retenu dans le Code civil et le Code de l'action sociale et des familles. Et qu'ainsi, il justifie la mise en œuvre d'une intervention de protection sociale ou judiciaire. Donc là, c'est quand même très grave. Ensuite, on continue. Les conséquences, l'intervention de la protection de l'enfance ne se justifie plus seulement dans des cas de mauvais traitement à enfants, mais selon l'implication d'un principe de précaution, la suspicion du danger. Alors qu'on rappelle que tout à l'heure, il a été dit que l'aide sociale à l'enfance était normalement là pour éduquer. Je vous le rappelle quand même. Hein, et qu'elle doit aussi aider les parents par quelque moyen que ce soit. Le placement doit être le dernier rempart et normalement, il n'intervient qu'en cas de maltraitance avérée. Alors aujourd'hui, on a des assistantes sociales qui font défaut, ça existe. Alors, elles vont s'insurger encore. Mais attention, je ne critique pas toutes les assistantes sociales. J'ai des femmes assistantes sociales et des messieurs qui sont venus me voir sur la page en me disant que eux-mêmes dénoncent des choses qui ne vont absolument pas. Donc, il faut quand même arrêter de nous dire que c'est pas vrai, que ça n'existe pas. Ça existe et ça devient monnaie courante. Je continue. Ensuite, face à un placement effectif, tout appel de l'ordonnance de placement est vidé de son caractère suspensif sans motivation. C'est donc encore pour entériner le fait accompli du placement que les juridictions d'appel maintiennent ce placement. La Commission nationale consultative des droits de l'homme et son rapport de juillet de 2013 a constaté ce fait intolérable. Les jugements de placement en première instance étaient assortis quasi systématiquement et sans être motivés de l'exécution provisoire et ce, de façon non conforme à la loi, articles 514 à 526 du Code de procédure civile. Et enfin, faire respecter les contradictoires devant les juges pour enfants. Alors ça, les dossiers dits de l'assistance éducative ne sont ni consultables par les parents, que de façon brève, juste avant l'audience, et sans possibilité d'en obtenir une copie. Certaines pièces n'apparaissent qu'au dernier moment et d'autres ne sont visibles que par les avocats. Donc, il faut quand même en avoir conscience. On parle de nos enfants et on n'a pas le droit de consulter les pièces qui nous dénoncent, qui disent des choses qui parfois n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contradictoire. Comme indiqué au dernier moment. Au dernier moment pour pouvoir consulter ce qui est dit sur toi. Et justement, nous, dans les dossiers qu'on a, faut savoir que nous, les familles qu'on accompagne, c'est des familles qui nous envoient leur dossier en intégralité, qu'on va rencontrer. On pose toutes les questions qu'on a posées. On regarde la chronologie des faits. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme d'où est parti le signalement? Parce que nous, c'est la pédophilie, hein, c'est pas les placements. Et en général, le seul crime qui est reproché aux mamans à qui on arrache l'enfant qui s'est fait violer soit dans la famille, soit dans un centre, etc., le seul crime qu'on lui reproche, parce qu'en fait, ces mamans-là sont irréprochables, hein, elles n'ont pas de casier, elles ne boivent pas, elles sont pas alcooliques, enfin voilà, elles travaillent, elles ont un travail, elles ont un logement, enfin tout va bien. Leur seul crime, c'est d'avoir voulu faire entendre la voix de leur enfant. Alors là, ça se gâte. Quand, par exemple, je vais vous citer une affaire qu'on a, il y a une maman qui a amené sa fille chez le médecin dû à des cauchemars, tout ça, et là-bas, l'enfant révèle qu'elle en parle au médecin, qu'il s'est passé des choses avec papy et papa, etc.
De là, elle emmène chez un deuxième, un spécialisé qui fait le même constat. Elle dépose une plainte. Le juge décide de la faire passer devant une UMJ. La maman l'amène aussi chez un pédopsie reconnu internationalement. Il y a 5 constats d'experts, de médecins experts qui attestent que l'enfant a été maltraité, violé, et aujourd'hui, elle a des traumas dus à ça. Et ben, le juge, même celui qui l'a mandaté pour savoir ce qui se passait, il balaye d'un revers de la main les 5 expertises de médecins et ils disent que la mère fait de l'aliénation parentale. On en parlera tout à l'heure ce que c'est, par qui c'est sorti, par un pédophile lui-même, qui pour se défendre disait que c'était sa femme qui l'accusait d'être ce qu'il est. Voilà. Et donc bref. Donc aujourd'hui, ils se servent de ce syndrome d'aliénation parentale pour arracher des enfants, des mamans qui veulent faire entendre le témoignage, parce qu'un témoignage, c'est quand même quelque chose, surtout d'un enfant, quand on sait le mal qu'ils ont pour parler et pour expliquer ce qu'ils ont subi. Eh ben, on balaye tout ça d'un revers de la main et on accuse la mère d'être aliénante pour son enfant, anxiogène, on lui enlève la garde et souvent, nous, en tout cas, c'est dans les dossiers qu'on a, les juges, les AEMO et les assistantes sociales décident et vont dans le sens du père, hein, comme tu disais dans ta vidéo, on les écoute comme parole d'évangile. Et nous, je donnerai des exemples typiques en fin d'émission, il y en a qui vont vomir, mais c'est comme ça, où ce qu'on entend, eh ben, on remet l'enfant en usant de ce syndrome d'aliénation parentale qui n'est reconnu nulle part dans aucun DMS, ni dans le DMS 5, etc. Eh ben, on s'en sert pour retirer la garde des mamans protectrices et on remet donc l'enfant à son bourreau. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Eh ben, il ne parle plus. Voilà. Puisqu'il est sous l'emprise de son père, de son bourreau, il est sous emprise, il se fait manipuler et on se rend compte que l'enfant se terre dans le silence parce qu'en plus, l'enfant vit ça comme une punition puisqu'il a parlé, il est privé de la seule personne à protéger qu'il aime, puisque c'est comme un objet, c'est sûrement pas pour lui son enfant, c'est un objet sexuel. La seule personne qu'il protège vraiment, c'est sa mère, on lui coupe les liens de la seule personne qu'il aime vraiment et qui cherche à le protéger vraiment. Et l'enfant, il vit ça comme une punition, surtraumatisme et il se terre de plus en plus dans le silence. Voilà, donc ça, c'est les dossiers qu'on a. Alors, au niveau du syndrome de l'aliénation parentale, sans aller aussi loin que de la pédophilie, mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont venues nous dire qu'elles étaient victimes du syndrome d'aliénation parentale et elles ont perdu leurs enfants puisque ce sont elles les coupables d'être trop proches de leurs enfants. Ou on peut absolument tout trouver dans ce domaine-là. Hein. Alors, voilà, j'ai déjà eu des témoignages aussi comme ça. Et justement, c'est quand même bizarre, c'est contradictoire parce que quand tu as des parents qui laissent à l'abandon leurs enfants dans la rue, qui les maltraitent pendant des années, on a pu voir le cas Outreau, la famille Outreau. Pour les gens qui ne connaissent pas l'affaire Outreau, vous pouvez aller sur notre site, on a repris de manière chronologique cette affaire et on se rend compte que les enfants ont été battus, violés, maltraités pendant des années, très gravement, avant d'être placés, alors qu'il y avait tout un tas de signalements. Pourquoi? Parce qu'on savait que le père était ultra violent dans le quartier, les assistantes sociales aussi. Alors là, on ne s'en mêlait pas. Par contre, on va venir retirer les enfants à des mamans, comme tu viens de le dire, trop aimantes, qui font trop attention au bien-être de leur enfant. Alors, il faudrait savoir, qu'est-ce qu'on veut? C'est eux qui décident de qui est digne pour éduquer son enfant, de quelle manière, etc. C'est ça en fait. Aujourd'hui, c'est ça. On en est là. D'accord. Elle avait dit, une ministre, je crois, elle avait dit les enfants n'appartiennent pas les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à l'État. Bon, je crois que là, on en a la démonstration pour tous ceux qui nient qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire avec les gamins. Au rythme où on va, je pense qu'aujourd'hui, on va faire en sorte que les parents aient des enfants, on les placera directement dans les pouponnières et je pense que ça ira plus vite, à mon avis, parce que au rythme où ça grossit et où on fait des placements abusifs, je pense que la question va vraiment se poser à un moment donné quand même. Hein. Tu sais, tous ces placements abusifs, tous ces vies gâchées, ces familles gâchées, alors je parle pas… je voudrais pas que, bien entendu, alors il y a des trolls, mais il y a aussi des gens, et j'ai pas envie qu'ils croient que ce qu'on dit, c'est que on les met tous dans le même sac. Il y a bien sûr qu'il y a des enfants qui ont besoin d'être placés, il y a des enfants qui ont besoin d'être protégés de leur entourage,
ça on ne nie pas. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont placés, qu'on pourrait aider, et des familles qui sont déliées comme ça, dessoudées, éclatées, détruites, distancées comme ça, sous des motifs fallacieux. Et il faut quand même se dire un truc. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux le coup, plutôt que de taper sur des familles comme ça qui, à un moment donné, ont eu des problèmes de santé, des problèmes personnels, des pertes d'emploi, qui ont été malades? Est-ce qu'il ne vaudrait pas peut-être mieux mettre des choses qui font en sorte d'aider ces familles, de les accompagner sérieusement pour qu'ils gardent un noyau familial, plutôt que de vouloir les placer à tout prix et que ça coûte entre 3 et 7 000 euros par mois à la collectivité? Moi, je me dis, vaut mieux des fois aider des familles parce qu'ils sont dans le besoin, ou même un suivi, mais au moins on les suit, mais pas dans le but d'essayer de les détacher, dans le but d'essayer de les faire grandir, ces familles, ou de leur faire comprendre peut-être quelque chose. Alors, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui est raté là, si tu veux. Il y a quelque chose qui est raté. C'est-à-dire, on cherche à tout prix, et de plus en plus, à séparer des enfants de leur famille pour des motifs qui sont parfois, sans parler de fallacieux, mais bénins en fait, des problèmes bénins. On les arrache de leur famille et on les place dans des endroits qui sont souvent bien pires, parce que l'enfant, être arraché de sa famille, c'est vraiment, pour un enfant, ça lui déchire le cœur. Dis-toi, même pour des parents, même pour un enfant qui a été battu par ses parents. Alors imagine pour un enfant qui a eu des parents qui l'aiment et qui s'occupent bien de lui, ça lui déchire encore plus le cœur, parce qu'il sait que ils n'ont rien fait de mal, ses parents. D'accord? Simplement le fait d'être parent. Et parent, c'est imparfait, être un parent. Enfin, du moins, je ne le suis pas encore, mais je pense que c'est ça, être parent, c'est personne n'est parfait aux yeux de n'importe qui. Donc après, il faut arrêter de jeter la pierre à n'importe qui. Il faut essayer, je pense, plus d'aider les gens, d'être dans la solidarité, essayer de faire grandir ces familles, voilà, si je pourrais dire, plutôt que de tâcher. On assiste. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu es en train de dire. Et en plus, on assiste aussi. Alors, il y a des assistantes sociales, enfin des travailleurs sociaux, comme tu le disais, qui sont très bien. Et c'est pas ceux-là que l'on remet en cause. Mais par contre, on a des travailleurs sociaux aujourd'hui qui sont un vrai danger. Et ça, il faut quand même le dire, parce qu'ils sont capables de faire des rapports faux, ils sont capables d'envoyer des choses qui sont fausses ou d'avoir des analyses alors qu'ils n'en ont pas les capacités et que devant les juges, ils ont tout pouvoir. Alors c'est là où je voulais en arriver, c'est-à-dire qu'en fait, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans son rapport de juillet, constate des faits intolérables. Le jugement des placements en première instance était assorti quasi systématiquement et sans être motivé de l'exécution provisoire et de façon non conforme. La possibilité des dossiers, on l'a dit tout à l'heure, est souvent à l'heure et qui met à mal le principe du contradictoire garant d'un procès équitable. C'est-à-dire que le parent qui est mis en accusation, il ne peut absolument rien faire pour prouver le contraire. Parce que de toute façon, l'assistante sociale qui va mettre son rapport a tout pouvoir. C'est-à-dire que les juges n'ont même pas le temps de lire les dossiers puisqu'ils ne lisent, pour ainsi dire, jamais les dossiers. Parce que les assistantes sociales, ce serait bien qu'elles aillent au tribunal voir ce qui se passe derrière, comment ça fonctionne. Quand on est dans le bureau du juge et que le juge, d'un revers de main, en 1 heure, il a tout compris, il a tout vu de votre vie, ça fait 15 ans, il sait exactement toute votre vie. Non, les juges ne vont pas dans les familles. Ah ben, il y a l'habitude. Pour eux, c'est pas des cas uniques. Ils connaissent tout. Ils ont déjà tout vu. Ils savent comment ça se passe dans tous les cas. Et donc, leur parole n'est sûrement pas à remettre en doute. Ah ben non, il n'y a pas de contradictoire. Hein. C'est pas comme dans un… Normalement, toute personne devrait être présumée innocente. Là, non, on ne peut pas se défendre. Les parents ne peuvent pas se défendre puisque l'assistante sociale a rendu son rapport. Il est sans appel. C'est-à-dire qu'en plus, ça passe par son propre filtre puisqu'il faut savoir qu'en France, on n'a pas… sur la maltraitance, on n'a pas quelque chose de clair. C'est-à-dire que ce n'est pas national, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que la maltraitance dans le sud, dans le nord de la France, c'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que l'éducation, c'est pas non plus la même chose. On n'a pas quelque chose de clair et de précis. Alors, je te rejoins tout à fait. C'est quelque chose qu'on a constaté, nous, dans l'association Wanted Pédo. On a cherché directement les chiffres, tout ce qui concernait les enfants, maltraitance, viol, disparition d'enfants, meurtre, etc. Et en fait, on s'est rendu compte on a eu extrêmement, on a eu beaucoup de mal à trouver tous ces chiffres. On a dû vraiment chercher, mais vraiment, je te dis, ça nous a pris énormément de temps. On a même écrit, etc. Enfin, pour savoir où est-ce qu'on pouvait les trouver.
Et au final, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui parle de l'enfance en France, que ce soit l'enfance heureuse, maltraitée ou abandonnée ou décédée. Hein. Par exemple, moi, un truc très parlant, c'est les enterrés sous X. J'ai découvert qu'en France, de mémoire, je te dis, entre 1000 et 3000 personnes retrouvées chaque année. C'est des corps qu'on découvre dans une campagne, enfin, à l'endroit X ou Y. Et c'est un corps qui a tellement… voilà, on n'arrive pas… c'est une personne qu'on retrouve, un corps qui réapparaît. Il faut savoir sur ces disparitions sous X, il n'y a aucune prise ADN qui est faite, donc on ne cherche pas à savoir quel corps et éventuellement à retrouver le corps d'une famille, et on ne cherche pas non plus à savoir, parmi ces 1000 à 3000 corps par année retrouvés, combien il y a d'enfants dans ces corps, alors que c'est très facile. On mesure la taille du squelette. Tu vois ce que je veux dire? On mesure la taille du squelette. Et ben là, ils ne se prennent même pas le temps de faire ça. Donc, c'est-à-dire tout ce qui touche les enfants, c'est quelque chose comme si c'est un sujet tabou. Il faut en parler quand c'est joli. Alors, on te fait des pubs avec plein de bébés, des bébés heureux, tout ça. Alors, quand c'est joli, il faut en parler. Mais dès que ça devient un peu compliqué, par exemple, moi, je suis vraiment très, très étonné qu'il n'y ait pas plus d'associations que ça qui dénoncent le fait qu'il y ait 1000 enfants par an qui disparaissent. Oui, et dont on ne retrouve jamais aucune trace. Hein. Disparition inquiétante, classée sans suite, faute d'éléments. 1000 par an, c'est en moyenne, entre 800 et 1400 par an. Donc, c'est la moyenne, 3 par jour, tous les jours, depuis 10 ans, qui disparaissent. Et moi, je suis étonné, parce que ça fait quand même beaucoup, 3 par jour, au petit-déj, au repas de midi et le soir. Tu as un enfant qui disparaît. Et personne n'en parle, tu vois. Donc, c'est quelque chose, le domaine de l'enfance. Alors, l'ASE, bien évidemment, c'est une structure officielle et française, enfin, qui fait partie, qui est financée par l'État. Donc, ils sont obligés quand même de faire un minimum de transparence sur ces choses-là. Et encore, comme tu peux le voir, c'est très dur de trouver des chiffres réels et factuels sur ce qui se passe. Voilà. Mais tu trouves plein de gens qui vont venir te dire « Non, c'est pas vrai, on fait tout bien, tout est magnifique, il n'y a pas de pédophiles dans nos institutions, c'est magnifique. » Bref, il faut arrêter de faire un déni, il faut arrêter de nier certaines choses. Et je pense que si tous les gens qui travaillent dans n'importe quelle institution, dans n'importe quel corps de métier, si les gens arrêtaient de se cacher derrière leur lâcheté et de se mettre des œillères et d'essayer de coller des étiquettes pour camoufler leur lâcheté justement, et qui s'ils dénonçaient les choses qu'ils voyaient avec force et conviction, les choses iraient mieux. Mais c'est sûr que si on dénonce une fois, qu'on se prend un coup sur la tête et puis qu'on se couche par terre et qu'on dit « Aïe, 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 bon d'accord, j'ai compris, je veux garder mon salaire, je veux rester là. » Et puis, comment les gens arrivent à se mettre des œillères? Moi, c'est une grande question que je me pose, c'est comment, lorsque tu es face à une situation d'injustice flagrante, comment tu arrives à te mettre des œillères? Voilà. Et en plus, il y en a, ils vont même plus loin que ça. Ils te traitent de con parce que toi, tu sais la vérité. Alors, je me dis, des fois, il y en a peut-être qui en savent peut-être beaucoup plus que toi dans certaines branches. Alors, c'est peut-être pour ça, ils n'ont pas envie que tu saches autant qu'eux. Voilà. Parce que sinon, ça ferait mal. Peut-être, si je me dis ça aussi. Voilà. Alors, moi, je vais juste finir sur le fait qu'il y ait une absence de définition de danger en France. Il y a une absence de définition de danger. Donc, déjà, ça, c'est quand même important. Et puis aussi, une absence de méthodologie, puisqu'on voit que dans les départements, chacun fait sa petite sauce. Hein, voilà, parce que auparavant, la DAS, elle était nationale. Aujourd'hui, ensuite, elle a été mise au niveau département régional. C'est plus monobloc. Voilà. Maintenant, c'est régie par région. Beaucoup plus opaque, en fait, hein, beaucoup plus difficile à voir, beaucoup plus difficile à constater. Donc, et puis surtout, chacun fait comme il veut. Chacun fait leur petite idéologie, fait fonction, voilà. Fait marcher les copains à droite à gauche. Voilà. C'est ça. Alors, on va finir. Ça marche beaucoup au piston aussi. Hein. Tu verras, je viendrai sur des cas d'école, là, des vrais cas, tu verras, tout à l'heure, on en parlera. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce qui est le plus choquant, je trouve, dans ces dossiers, vraiment le plus choquant pour moi, c'est qu'une seule et même institution va évaluer des parents, la nécessité d'un placement, la pertinence de son action, la qualité de son travail, auprès des enfants placés, auprès des parents. Et lors de la procédure, voilà, juge et partie, exactement. Qu'est-ce qu'on attend pour avoir des pouvoirs séparés? Pour qu'on n'assiste plus à des enlèvements d'enfants, des rapts d'enfants, parce que pour moi, c'est du rapt d'enfants, qui sont avec des parents aimants, qui, comme tu le disais tout à l'heure, peuvent avoir des difficultés passagères, peuvent avoir des divorces, peuvent avoir des maladies, peuvent avoir des pertes de travail, et Dieu sait si actuellement il y en a, donc on va assister à des sacrés rapts d'enfants, parce que je pense que c'est pas fini. Ou dénoncer un abus sur leur enfant aussi. Hein.
On a vu des mamans se faire arracher leur enfant aussi suite à des dénonciations. Non, mais dans le tribunal, l'enfant pleure, il se roule par terre, on remet l'enfant à son bourreau devant. Enfin, on voit des situations, je t'assure, c'est fou. Donc oui, dans toutes les, ils font ce qu'ils veulent. C'est vraiment aujourd'hui du rapt d'enfants. C'est une guerre contre l'enfance. Qui est en train de se passer. Il y a des guerre contre les familles. Une guerre contre les familles. Voilà. Moi, je dirais un abandon pour ceux qui sont pris en charge et puis une guerre contre les familles. Ouais, une guerre à la fin contre les familles. Et vaut mieux pas être une famille monoparentale. Parce que là, ta tronche. Actuellement, c'est plutôt pas bien vu. Hein. Alors, lors de la procédure en assistance éducative, les services sociaux cumulent en fait le rôle. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Le rôle de juge d'instruction ou de l'enquête, de procureur ou d'avocat général, et puis du juge d'application des peines, puisque, comme on le disait, les juges n'ont pas le temps de lire les dossiers, donc ils lisent simplement les conclusions. Et tout ça, ça fonctionne bien. En fait, ça fonctionne très bien. On se fie 100% au rapport. Il y a des assistantes sociales qui parlent d'une griffure dans le dos, ça y est, c'est de la maltraitance. Mais de qui on se moque? À un moment donné, il faudrait peut-être qu'on ait des médecins légistes qui constatent exactement les blessures. Il faudrait peut-être qu'on fasse quand même le nécessaire. Écoute l'enfant aussi, surtout. Éventuellement, l'enfant aussi. L'enfant, ça serait pas mal non plus. Ça serait pas mal. Ouais. Ça serait bien vu, on va dire. Par exemple, nous, dans un dossier qu'on a, il faut savoir qu'il y a un des enfants donc, qui a été remis à son père accusé par justement son fils d'agression sexuelle. Donc, il est en garde chez son père. Un jour, l'enfant appelle sa mère pour lui dire qu'il a des saignements aux fesses et une boule aux fesses qui le gêne. La maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prévient l'assistante sociale qui lui répond, l'assistante sociale au téléphone. Oui, mais je suis au courant. Le père, effectivement, il m'a appelé tout ça pour me dire que, en fait, son fils, il avait ça parce qu'il courait les fesses serrées et parce qu'il avait les fesses vraiment musclées. Mon fils a les fesses vraiment musclées, donc il court les fesses serrées et avec le leggings, ça fait en fait des boules sur les fesses. Ça fait des frottements. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je l'ai soigné. J'ai mis de la crème et puis je le soigne moi-même avec de la crème. Je mets de la crème sur les fesses et puis voilà, je le soigne comme ça. Donc, si tu veux, nous, on a appelé l'assistante sociale pour savoir des explications qui nous dit, oui, effectivement, moi, j'ai eu le père, mais bon, c'est vrai que la situation, elle est un peu bizarre, mais elle fait aucun signalement derrière. Aujourd'hui, l'enfant est toujours chez le père. La mère ne peut le voir qu'une fois par mois, 3 heures. Quand le père ne dit pas à l'enfant de faire un scandale là-bas parce qu'ils vont aller lui acheter un vélo, en fait, il dit à l'enfant, si tu te barres, si tu fais un nana et qu'on se barre tout de suite, on pourra aller au magasin t'acheter un vélo parce qu'après, sinon, il sera fermé le magasin. Donc, tu vois, il y a même nous, on a mis du temps à comprendre, mais en fait, l'enfant venait, il disait, je veux pas voir ma mère. Alors, on ne demandait pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a. Vas-y, au revoir. La mère avait fait 600 bornes pour rien du tout. Voilà. Et ça pendant des mois. Mais par contre, on a déjà vu à l'inverse des enfants qui ne veulent pas voir l'un des deux parents, mais il n'y a pas d'agression sexuelle, et on leur dit ah mais si, tu es obligé, il faut que tu ailles voir quand même ton père. Mais là, les enfants, ils se faisaient battre, c'est pas agression sexuelle, ils se font battre, mais là, on les force, on force à garder le lien avec l'enfant contre le parent qui lui éclate la tronche malgré le fait que l'enfant il refuse. Par contre, là, l'enfant refuse de voir sa mère. Là, on l'oblige pas. On dit d'accord, rentre chez toi, au revoir. Alors, c'est au bon vouloir des travailleurs sociaux. Là, je te le dis tout à fait. Ça dépend des travailleurs sociaux. C'est au bon vouloir. Et c'est eux qui décident malgré les décisions de justice. Parce que je tiens quand même à dire que cette maman, elle a une décision de justice qui oblige le père a amené là-bas l'enfant et voir sa mère 3 heures, alors que ça se passe toujours bien. Après, quand le rendez-vous commence, ils s'amusent ensemble, ils ont des gestes de tendresse et tous les gens le voient là-bas. Simplement, quand il vient et qu'il est dans une phase où il a été manipulé par le père, voilà, il vient et dit je veux pas y aller. Bon, on le force pas, on cherche même pas à communiquer avec lui. On dit on verra plus tard et il repart. Et puis la mère, ça lui arrivait 5-6 fois comme ça où elle a été à des rendez-vous pour rien, on l'a accompagnée pour rien. Voilà. Donc ça, on le vit avec les parents aussi. Donc venir nous dire après qu'on ment, qu'on ne sait pas de quoi on parle, qu'on ne sait pas de quoi nana, c'est plutôt les gens qui sont dans leur petit bureau toute l'année à voir toujours le même type de dossier dans le même type d'environnement. Tu ne peux pas être conscient de ce qui se passe partout sur le territoire national. Donc voilà, ça c'est des cas
qu'on a actuellement? On a aussi une assistante sociale qui nous a donné un témoignage très grave de deux petits-enfants, 2 ans, 4 ans, dans une toute petite commune de 300 personnes à peu près, à qui il y a eu apparemment un conflit entre voisins. Le maire a immédiatement fait un signalement gravissime au point qu'on a retiré les enfants le matin même à l'école de 2 ans et 4 ans et les parents se battent depuis 2 ans pour récupérer leur enfant. Cette assistante sociale dénonce le fait avec les avocats en disant que c'est un abus de pouvoir extrêmement grave. Et pour autant, depuis 2 ans, ces enfants sont placés. On les a même éloignés parce que alors on pratique l'éloignement des familles aussi. C'est très intéressant. C'est-à-dire que quand les parents commencent un petit peu à dire qu'ils en ont marre et que ça commence à bien faire et qu'ils essayent un peu de se défendre, donc de ne plus obéir en clair, hein, eh bien là, on les déplace à 700 km. C'est pas grave, c'est pas gênant. Ouais. Ça, c'est fréquent. Oui. Bah non, mais c'est pas eux qui payent les billets c'est pas eux qui payent les billets de train et les billets de transport, les péages et l'essence. Donc, ils vont voir ton gosse, c'est ce qu'ils se disent, eh ben, tu feras la route, hein, mais casse pas trop les couilles parce qu'on va peut-être l'envoyer encore un peu plus loin. Donc, voilà, les parents, c'est ça, ça, c'est des guerres contre les familles. C'est quoi le but de faire ça? Voilà. C'est quoi le but? Surtout que tu parles du maire, tu vois. Bah tiens, je vais te parler d'une affaire, justement, dans le reportage Enfants en souffrance, la honte. Il y a un veilleur de nuit qui travaillait dans un centre à Zeu. Il était veilleur de nuit là-bas et il a abusé d'enfants de 2008 à 2010. Il y a eu plusieurs signalements qui avaient été faits sûrement par des travailleurs de là-bas qui ont donné lieu quand même à un avertissement et 3 mises à pied de ce mec-là, mais il a continué à travailler parce qu'en fait, il travaillait bien. C'était quand il y a eu l'enquête de police, c'est ce qui a été dit, c'est que ce mec travaillait super bien, il était bien, il était bosseur et tout. Bah, tu m'étonnes, il voulait garder sa place, cette enflure. Donc, et il était à Reims, dans les communes avoisinantes de Reims, et le gars, donc jusqu'au jour où un enfant a parlé. Donc c'est de là qu'est partie l'enquête en fait. C'est pas des signalements faits par la structure ou la mise à pied ou les mises à pied ou l'avertissement. C'est du fait qu'un enfant a parlé. Donc l'enfant parle, l'enquête commence, nanana, et là on se rend compte qu'effectivement il y avait eu des avertissements pour ça, il y avait eu des mises à pied pour ça, et surtout ils se sont rendus compte qu'il avait déjà été condamné pour ça, mais que il y avait sa condamnation elle avait de son extrait de casier judiciaire, il avait été gommé de la partie publique pour pas qu'on puisse le voir. Et en fait, en creusant un peu plus, ce monsieur s'appelait de le nom, je l'ai noté tout à l'heure, Pierre-Louis Falala. Et en fait, c'était le cousin de l'ancien maire de Reims. Voilà, donc ça bloque toujours. Et moi, ça, c'est une question, je me demande combien sont dans le domaine de l'enfance à se pistonner entre copains, copines, pour mettre en place des idéologies un peu contre les familles. Voilà. Moi, c'est parce que des monsieur Pierre-Louis Falala, là, il y en a. Pour moi, il y en a un paquet qui sont venus s'incruster dans le milieu de l'enfance, près des enfants, comme tu disais très bien. Il va pas être pompiste ou changer les pneus, tu vois. Comment ça s'appelle, à Midas, hein. Non, il va se mettre dans les foyers, dans les centres de vacances, dans les centres là où il va être en contact facilement avec des enfants. Et ce mec-là, c'est ce qu'il faisait, c'était un veilleur de nuit. Il y a une totale impunité. Ce mec-là, pendant des années, c'est ce qui est ressorti de l'enquête, c'est que ce mec-là avait une totale impunité. Tu m'étonnes. Il était cousin du maire. Il a même fait réussir à enlever sa condamnation de son casier judiciaire. Comment c'est possible? Déjà, il y a 95% des plaintes qui donnent lieu à un classement sans suite. Alors déjà, il y en a 95% qui finissent sans suite. Alors t'imagines en plus ceux qu'on leur met une condamnation sur le dos, on arrive à gommer la condamnation de son casier. Ce qui veut dire que quand il va essayer d'infiltrer un milieu de l'enfance, ça ne se verra pas s'il y a contrôle du casier, parce que ce n'est pas systématique. Donc, même s'il y a un contrôle du casier, il peut passer encore une fois à travers les mailles du filet. Donc, c'est fantastique. C'est ce que j'allais dire. On nous dit que les casiers judiciaires sont demandés à l'AS, toutes les assistantes sociales, j'imagine. Mais après, derrière, les éducateurs, les familles d'accueil, ça serait peut-être bien qu'on ait le casier judiciaire. Les animateurs dans les écoles maternelles. Exactement. Les animateurs dans les écoles, aujourd'hui, il y a tout un tas d'animateurs qui sont recrutés dans plein d'écoles aujourd'hui sur le territoire national, qui font des activités extrascolaires. 0 casier judiciaire, il est demandé. 0. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'infiltre. Voilà. Oui, il s'infiltre.
Donc, non, on nous dit que c'est pas vrai. Hein. On nous dit que c'est pas vrai, que les casiers judiciaires sont demandés à tout le monde, que donc je C'est pense qu'il systématique, bien sûr. c'est systématique. Bien sûr. Un petit peu comme Oui, nos hommes oui. politiques hein, qui n'ont pas besoin d'un casier judiciaire Bien aujourd'hui sûr. ou qui ça Bien fonctionne sûr. exactement de la même Bah, manière. heureusement qu'ils n'en ont pas besoin parce que vu que les 3/4 ont tous déjà été condamnés, normalement, je ne sais même pas comment ils peuvent encore exercer, mais ça, c'est une autre histoire encore. Mais c'est le même principe. Il n'y a pas de contrôle, il faut arrêter. Les contrôles sont faits par des gens intègres et quand tu veux être malhonnête dans le milieu de l'enfance qui est très peu surveillé, tu peux l'être assez facilement. Ce n'est pas un problème. D'accord? Et ça, c'est une vérité. Et moi, je l'assume. Hein. Je sais pas tes propos exister, j'assume totalement. Mais c'est clairement ça. Si tu es quelqu'un d'honnête, tu veux faire ton travail dans le domaine de l'enfance, bien évidemment que tu peux essayer de le faire. Mais dès que tu vas voir des dysfonctionnements graves dans des centres comme a pu le voir Cisco, l'animateur du centre aéré, qui a pu constater que le directeur adjoint du centre aéré se mettait nu dans les vestiaires avec les enfants. Il se cachait avec une petite serviette comme ça, voilà, devant son sexe comme ça. Et les enfants voyaient tous ses fesses. Ils ont même dit c'est dégueulasse tout ça. Et ben l'animateur dénonce le comportement de l'animateur à une réunion. Il se prend une lettre de licenciement 3 jours plus tard parce qu'il ne correspond pas au projet pédagogique du centre qu'il n'a jamais eu. Hein, et il a été licencié. Encore mieux, il s'est pris une plainte par le centre pour diffamation. Je l'ai accompagné au tribunal, puisque nous aussi, on avait relayé sur ça. Donc, toujours pour diffamation. Dès qu'on parle de pédophilie, c'est pas vrai. Hein, on balaye d'un revers de la main ou la maltraitance des enfants. Pour certains, il y en a qui arrivent très bien à nier ça. À dire que, ou à inventer des faits pour retirer les familles. C'est une guerre contre les familles qui est en train de se passer. Les gens, ils sont tous là dans leur petite vie et tous dans leurs activités, mais s'ils prenaient un peu le temps parce que c'est ce qu'on a fait nous au sein de l'association, pourquoi on s'est créé, parce qu'à un moment donné, on s'est penché sur ce problème, on a gratté, on a vu que c'était bien plus grave que ce qu'on pensait, et on a continué de bosser, de se rassembler pour mettre en lumière tous ce fléau pédophile et les dysfonctionnements qu'il y a au sein de l'État. Voilà. Donc, tout ce qui concerne l'enfance, pour moi, par exemple, je vais donner un exemple qui est pour moi très parlant, ce qui se passe aujourd'hui avec les enfants dans l'ASE. Aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on dénonce dans l'association, c'est les centaines de milliers de sites pédophiles qui explosent sur Internet. Il faut savoir que les gens, ils arrivent, alors certains mettent une distance avec ça, nous, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que derrière chaque image, c'est un véritable enfant, c'est ça qu'il faut se dire. Les gens, peut-être pour eux, c'est des images, maintenant, ils pensent que c'est virtuel, mais derrière chaque image, c'est un enfant. Quand on voit que l'État n'a aucun moyen rapide, efficace et comment je vais dire ça, et dissuasif, voilà, de s'attaquer à ces gens-là, à ces serveurs, aux gens qui se filment et qui violent des enfants, ils n'ont aucun moyen efficace d'agir actuellement. Quand on voit qu'on arrive à laisser traîner ça, ce fléau-là sur Internet, qui est caché aux yeux de tout le monde, tu vois, c'est un problème qui est caché. Il n'y a que les pédophiles qui connaissent ce milieu-là et les gens qui luttent contre ces gens-là, qui en ont connaissance. Et l'État, bien évidemment, puisqu'eux ont des services qui luttent contre ça, mais ce n'est pas encore ça. On en a rencontré. Par exemple, il n'y a pas de perquisitions de grande envergure qui sont menées contre les personnes qui naviguent ou qui postent des photos et des vidéos où ils torturent des enfants. Il faut quand même le savoir, ça existe. Et ben, il n'y a pas de brigade qui vont enquêter, remonter une filière de 50, 60 personnes qui sont en France ou même à l'étranger, mais il y a beaucoup de Français qui sont sur ces sites, pour les remonter et mener des opérations de grande envergure pour les neutraliser. Ben, tu vois, déjà, quand je vois que ça, en fait, qui est pour moi le plus grave des crimes, c'est ce qui se passe actuellement sur la toile, quand tu vois qu'ils laissent faire ça, alors dans l'enfance, bon, ils font comme ils peuvent. On fait comme on peut avec ce qu'on a, je me dis. Et les autres, eh ben, ils prennent ce qu'ils ont à prendre du mieux qu'ils peuvent. Voilà, il y a deux camps hein. Aujourd'hui. Il y a les bons, bien évidemment, qui travaillent pour protéger les enfants, et tu as les escrocs, les profiteurs qui profitent de ce mécanisme pour s'enrichir ou profiter, pouvoir jouir de leurs insanités, voilà, ou de leurs fantasmes pervers, voilà. Donc pour moi, c'est un reflet. Ce qui se passe sur les enfants, pour moi, aujourd'hui, c'est le reflet de la société. C'est quand on est capable de laisser faire ça, ben, on laisse faire tout. Voilà.
Ce qui est étonnant, c'est que, ce qui est très étonnant, moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que la ZEU ne va jamais chez les gens du voyage, par exemple. Parce que là, il n'y a pas de maltraitance. D'ailleurs, il n'y en a peut-être pas d'ailleurs, hein. Mais ils vont pas à l'école ou ils voyagent beaucoup. Il y a pas, là, il n'y a pas de remise en question par rapport à ça. Assez étonnant. Alors moi, je te rejoins sur le fait que, voilà, où ils devraient plutôt mettre à le nez, c'est dans les sectes. Tu vois, j'étudie pas mal les sectes en France. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, tu as une liste officielle sur le rapport parlementaire français. Il y a la liste des sectes, on les trouve sur Internet. Donc, tu en as à peu près 175 là, officielles. Mais il y a plein de sectes, bien évidemment, officieuses. Et pour moi, les courants de pensée comme ça, les sectes, que ce soit une secte ou même des petites confréries sataniques, lucifériennes, machin, pour moi, ces gens, voilà, ils ne cherchent pas même à aller dans ces sectes. Par exemple, on a visité une secte qui s'appelle le Mandarum à Castellane, qui est pas très loin de chez moi. On a été visiter là-bas. On a été très surpris que suite déjà à des histoires de pédophilie qu'il y avait eu dans cette secte, de voir encore des enfants se promener dans cette secte, si tu veux. Pourquoi en France, la pédophilie, c'est un peu comme les sectes, c'est un sujet tabou. On dirait qu'on s'y intéresse pas. Alors que, tu vois, on a des parents, nous, qui sont très bien et qui se font enlever la garde de leurs enfants, alors qu'à côté de ça, tu as des gens qui sont dans des sectes très, très dangereuses, où ils font des rituels, de la magie sexuelle, etc. Moi, c'est un sujet que j'ignorais totalement avant. Je peux même pour dire, j'y croyais pas, mais en fait, plus je me plonge dans le sujet, plus je me rends compte qu'il y a des familles même sectaires, des familles qui suivent l'idéologie de secte, qui sont vieilles comme presque le monde. Donc, pourquoi on ne va pas chercher vers ces gens-là? Parce que ça, c'est des gens dangereux si on veut vraiment aider les enfants. Dans les sectes, il y a des enfants qui sont en danger. On a pu le voir, il y a des livres à gogo qui sortent, qui sont sortis d'anciennes victimes, qui sont sorties de sectes. Comment ça se fait qu'on ne va pas plus chercher que ça? C'est comme les réseaux pédophiles, on dirait que ça n'existe plus en France. Il n'y a plus de sectes, il n'y a plus de réseaux pédophiles, il n'y a que des méchants parents et des méchants enfants qui mentent et qui accusent des adultes de leur avoir fait du mal. Il n'y a que des enfants menteurs, comme à Outreau. Il faut savoir que les mensonges sur ce type d'affaires, c'est même pas 2% de mémoire. D'accord? C'est minime et ça se détecte. On invente des faits de pédophilie, que ce soit psychiquement, physiquement ou dans le discours. On peut détecter assez rapidement, lorsqu'on est formé, des mensonges, des incohérences et des non-faits, en fait. Voilà. Tout dépend qui forme, hein, Maxime, tout dépend qui forme. Ça dépend de ton formateur. Je suis tout à fait d'accord. Et si on est formé. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il faut quand même savoir que les familles d'accueil, certaines sont recrutées sur Pôle emploi. Ça, je l'ai constaté. Ah, sur Pôle emploi. Ah, bah écoute, c'est à la bonne heure, quoi. C'est chouette. On l'a constaté, nous l'avons vérifié. Ça permet au moins de faire du piston sans vraiment du piston. À savoir, si, admettons, je voudrais te faire entrer dans ma structure, pour pas que ça se voit, je te dis, va postuler à la NPE, exister, et puis je te fais rentrer par ta demande d'emploi. Et puis on ne se connaît pas. Je t'ai recruté par Pôle emploi. Moi, on n'a aucun lien ensemble. Vous comprenez? Donc, ni vu ni connu. Mais non, mais moi, ce qui me chiffonne, c'est qu'en fait, là, c'est un budget qui est quand même énorme. Phénoménal. Phénoménal. Voilà, phénoménal. On pourrait faire plein de choses pour aider les enfants qui sont malmenés, violés, manipulés, maltraités. On pourrait faire plein de choses. Or, non, ce qu'on voit, tu verras, je te citerai des cas aussi de mecs qui gagnaient jusqu'à 11 000 pour garder 3 enfants chez lui. Il gagnait jusqu'à 11 610 € par mois. Il buvait, il faisait monter, tu verras, je te citerai aussi l'endroit, il a fait monter même 2 jeunes filles à l'avant de la Ferrari de son père qui était pharmacien. Il s'est pris un mur à 160 km/h, ils sont morts tous les 3. Voilà. Donc ça, c'était un mec qui avait une structure. D'ailleurs, il y avait eu des avertissements, il y avait des signalements qui avaient été faits par les petites qui vivaient chez lui. Ils lui ont quand même redonné son accréditation. Et il y a eu les 2 jeunes filles mortes dans sa voiture, dont lui aussi. Tu vois. Donc voilà sur quoi ça donne, en fait, un laxisme et un je ne vois rien, je ne dis rien. D'accord? Et je n'entends rien. On veut vraiment. Et je n'entends rien. Les 3 petits singes. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est les 3 petits singes avec des billets dans les oreilles, des billets devant les yeux et des billets dans la bouche. Et puis comme ça, on se tait. Voilà, il y en a.
Tu vois? Parce que je suis On a, désolé, la soumission en France, elle est flagrante. Nous, il y a dans un tribunal, excusez-moi, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, il y a un policier qui nous a dit à une audience, dans ce genre d'histoire de pédophilie, nous, on sait qu'il faut savoir fermer sa gueule si on ne veut pas perdre notre boulot. C'est un policier. Donc, je veux dire, je ne crache pas sur tous les policiers. J'en connais, il y en a des bons, il y a des braves mecs qui essayent de faire bouger les choses aussi et qui ne sont pas là. Mais quand on entend ce genre de discours dans quelqu'un qui est censé être là pour protéger les citoyens, on est à la base, je ne sais pas, moi, ce que je me dis. Non, eh ben, il te dit, comme ça, de but en blanc, non, moi, on a appris à fermer notre gueule, si tu veux. Parce que sinon, on sait qu'on perd. Ok, bah, la lâcheté, le courage, je ne sais pas où aller, l'intégrité non plus, mais en tout cas, c'est les 3 petits singes. Le billet, pour ton lot, je ne dis pas la corruption là, je dis pour ton salaire, tu te muselles. Voilà. le problème, c'est que c'est à tous les niveaux, que ce soit dans les commissariats, que ce soit le corps de métier des avocats aussi, qui, à mon avis, ne joue pas son rôle. Sauf que là, tu ne détruis pas des familles. Tu détruis pas des familles. Ou du moins pas de la même ampleur, j'ai envie de dire. Tu vois, tu ne défonces pas des. Tu n'es pas dans quelque chose qui peut nuire humainement. Dans le placement, ou quand on n'utilise pas les bons textes de loi ou qu'on fait plaisir aux juges, parce que aujourd'hui en France, on ne veut pas reconnaître l'aliénation parentale. On est un des seuls pays d'Europe qui refuse de reconnaître l'aliénation parentale parce que c'est très difficile à prouver. Donc, moi, j'estime que l'avocat, quand il refuse de plaider l'aliénation parentale, prend quand même le risque grave. Tout ça pour ne pas s'opposer à un juge. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une vraie caste. Les magistrats sont des castes entre elles qui ne se mangent pas entre elles. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, on peut constater la justice à géométrie variable. Hein, elle peut aller très vite et d'un autre côté, ça peut aller très doucement. Selon le compas, tu veux dire? Selon l'angle de ton compas. C'est exactement. Ça. Si, d'accord. 66 degrés, 69 degrés, c'est pas pareil. Donc, faut avoir la bonne angle d'inclinaison. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, c'est tous ces gens qui sont dans le domaine de l'enfance et qu'il y en a, ils savent pertinemment. Il y en a qui savent ce qui se passe. Il y en a, ils le voient ce qui se passe. Ils voient qu'il y a des enfants. Par exemple, voilà, je vais te citer j'invite les gens à aller regarder sur ces affaires. Il y a eu l'école en bateau, le choral aussi en 81. Ben ça, c'était des lieux de vie où les enfants étaient accueillis. Je vous invite à aller voir ce qui se passait là-bas aussi, dans l'orphelinat de Jersey aussi. Hein, ben ça, c'est des affaires pareilles. Ça, c'est des affaires comme ça. Il y en a eu plein en France où les enfants ont été placés pour X ou Y raison, pour abandon, pour maltraitance, et ils se retrouvent dans des foyers où ils vivent encore un pire enfer, si je peux dire, que ce qu'ils avaient déjà vécu. L'enfer puissance 2 encore. Donc, enfin bref, aujourd'hui, dans tous les cas, ces gens qui travaillent dans le domaine de l'enfance, il y en a, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui dans ce. Il y a des choses, des mécanismes qui sont carrément, pour moi, il faudrait même enlever, reprendre qui est l'ASE, qui a créé ça, qui est derrière toutes ces structures, alors qui sont les présidents, ça, c'est très, très difficile. Ça génère énormément de pognon déjà. On a passé 3 jours à chercher l'ASE, qui c'était. On sait que c'est une association sous loi de 1901. On va creuser parce que… Donc, il y a un président, normalement, il y a un président. Dans chaque département, dans chaque région. Il y a un bureau. Ah, il y a un bureau, donc c'est des statuts par département. Parce que la DAS, la DAS qui était nationale est devenue ASE. Donc aujourd'hui, l'ASE, est-ce que dans chaque région, on a un président? Est-ce que c'est très occulte en fait? Alors moi, je sais pas, je me demande pourquoi on a appelé la DAS l'ASE. Est-ce qu'il s'était, par rapport à ce que tu citais tout à l'heure, passé trop de choses justement et qu'elle avait mauvaise presse? Ça a été changé il y a très peu de temps. C'est un bon moyen. Ça a été changé, pardon. Juste pour finir, Maxime, elle a été changée il y a à peu près même pas 6 ou 7 ans d'appellation et finalement, en 6 ou 7 ans, elle s'est fait encore plus connaître que la DAS, je pense, avec ses placements abusifs. Donc, on voit qu'on a les mêmes personnes à la tête, en tout cas, rien n'a changé. De toute façon, la DAS, moi, je connais énormément de
personnes adultes aujourd'hui, hein, qui sont bien plus vieilles que moi, qui sont passées par là et qui m'ont expliqué un peu le parcours qu'ils ont pu y vivre de famille d'accueil en famille d'accueil. Alors, j'ai bon espoir que quand même des mentalités ont évolué, mais à voir certains, comme par exemple dans Enfants en souffrance, la honte, on a pu voir une assistante qui avait recueilli un enfant qui le frappait, qui lui gueulait dessus comme du poisson pourri, etc. Elle a toujours eu son accréditation. Hein. Elle a toujours son accréditation, pas de souci. Mais j'ai bon espoir de me dire que ça a un peu évolué, mais il faut voir un peu les familles d'accueil aussi d'il y a 30 ans. Moi, j'ai à ma connaissance, très peu, je pense que ça doit tourner 2 témoignages sur 10 qui ont eu une vie pas trop mal à la DAS. 8 enfants sur 10, il faut voir ce qu'ils ont pris dans la gueule par les familles chez qui ils se faisaient loger. Hein. Que ça soit maltraitance psychologique, pas de cadeaux à Noël, c'est-à-dire les autres avaient des cadeaux, eux, ils avaient une orange ou un petit morceau de pâte à modeler et ils s'amusaient avec ça toute l'année. D'accord ? Ça, c'est des témoignages que j'ai eus. D'accord ? On explose les familles aussi, on ne cherche pas. Par exemple, là, dans un dossier qu'on a, il y a 2 petites, une de 4 ans, une de 2 ans. Et ben, on a séparé les petites. Voilà. On les a mis en foyer, mais en plus, on les a séparées. Ben, comme ça, les 2 petites, en plus, la plus grande, elle est toujours en train de rassurer la plus petite. Et ben non, on les sépare. On recrée encore un traumatisme, malgré qu'elles soient séparées de leur mère, parce qu'elles ont été abusées, encore une fois, par le père. Donc, c'est toujours les… Qu'est-ce qu'on cherche à faire? En fait, moi, je crois que là, aujourd'hui, cette guerre, elle n'est pas sans but. Cette guerre qui se passe contre les familles, c'est-à-dire que plus on va faire de familles détruites, d'enfants détruits, d'enfants déstructurés, plus ces enfants, parce que moi, il y a quand même un point commun que je vois sur tous des enfants qui sont victimes de violences, d'abandon ou de violences sexuelles, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils veulent être comme tout le monde à l'âge adulte. Ils veulent être comme tout le monde. Ils veulent leur petit travail, ils veulent leur appartement, ils veulent leur indépendance, ils veulent être comme tout le monde, justement pour pas qu'on puisse voir qu'ils ont été victimes de X ou Y choses dans leur passé. Et justement, le fait d'être dans cette logique de vouloir ressembler à tout le monde, de vouloir se reconstruire, chose qui est totalement normale, tu auras très peu de capacité à pouvoir aider le monde extérieur, à pouvoir essayer de résoudre des problèmes sociétals, puisque tu seras axé sur ton bien-être, et c'est normal, sur ta reconstruction, et c'est normal pour ne pas sombrer, si je peux dire, parce que avant d'arriver là à la reconstruction, en général, ces enfants, avant de vouloir leur indépendance, etc., ils passent aussi par beaucoup d'autodestruction. Donc, ça va être les problèmes de drogue, d'alcoolisme, la rue, la prostitution, des déviances au niveau du sexe, des problèmes avec leur sexualité lorsqu'ils vont avoir leurs premiers amours personnels, voilà, leurs premières rencontres. Donc, ça arrive à tout un tas de problèmes, en fait, ces enfants qui sont déstructurés, détruits, arrachés de leur famille, etc. Et je pense que ce plan-là, il n'est pas sans objectif. L'objectif, c'est de faire des adultes totalement passifs, tu vois, de ce qui se passe autour d'eux et qui restent axés sur leur petite vie, avec leurs œillères, la tête dans le guidon, à m'occuper de moi, des miens, ce qui est normal, ce qui est humain. Mais pour moi, je pense que c'est pour en arriver là. Plus on fait d'enfants cassés, plus on en fera des adultes déviants et axés sur eux-mêmes. Je ne parle pas d'ego ou d'individualisme, mais c'est normal, c'est un parcours qui est récurrent chez les victimes de violences sexuelles. On peut quand même considérer qu'avec 8 milliards d'euros accordés à l'ASE, effectivement, on pourrait les employer autrement. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être aider des parents, peut-être rééduquer des parents qui en auraient besoin, parce qu'à mon avis, il y en a, c'est possible. Mais oui, il y en a, bien sûr. Non, mais il ne faut pas se mentir. Il y a des parents qui n'ont peut-être pas la culture nécessaire pour éduquer. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'a pas une culture très élevée, donc ça rendrait légitime le fait de venir t'arracher tes enfants. Il faut le dire à tout le monde. Hein. Le fait maintenant, c'est plus de bosser à l'école, maintenant tu n'auras pas d'emploi, c'est aussi on va t'arracher tes gosses. Voilà. Ça veut dire ça. Ouais. Ça veut dire ça, mais ça touche tous les milieux, en fait. On a l'impression quand même que ça touche pas mal de milieux. Mais c'est tellement plus facile de s'adresser à des gens qui, effectivement, vivent peut-être une précarité passagère. C'est beaucoup plus simple. Oui, mais parce que ça veut dire… c'est plus humain d'aider les gens et les aider à garder leur famille que d'essayer de… En plus, leur en rajouter une couche en leur disant, tu vois, c'est de ta faute, t'es mauvais, t'es pas bon, voilà. Non, il faut accompagner les gens, c'est ça, être solidaire et être humain. C'est pas… Voilà. Donc, je crois que tu voulais nous parler aussi des
de certains cas que tu avais pu rencontrer, Maxime? Oui, alors des cas, oui, Je on vais en juste, a fait une étude. excuse-moi Maxime, je vais te couper juste Vas-y, 2 secondes. ouais, Je voudrais juste dire aux gens, vas-y, je ne sais pas qui y a sur le chat et ce qui se dit, j'ai quelqu'un qui lit pour moi moi. non plus. Donc en fait, tous ces gens qui sont présents, je voudrais vous dire que tout à l'heure, on prendra du temps pour répondre à des questions. Si vous avez des questions et qu'on peut répondre à toutes ces questions. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui posent pas mal de questions, donc, ou qui en tout cas ont besoin de savoir des choses, ou qui ont besoin de… Si vous avez des questions en tout cas à poser, attendez, on passe le… On y répond après, voilà. Si vous… Voilà. Si vous avez des questions à poser, posez-les dans le chat, on les note et on répondra. Si vous avez besoin de texte de loi, si vous avez besoin de Maxime, parce que vous vivez une situation difficile dans les domaines de la pédophilie ou dans le domaine d'un placement abusif, enfin voilà. Dans tous les cas, posez vos questions. Je vous promets qu'on y répondra. On prendra un petit peu de temps tout à l'heure. Et sinon, vous savez que vous pouvez très bien rejoindre l'association. Puis il y a plusieurs associations par rapport à l'ASE et Métastase, qui est notre page et qui va bientôt j'espère avancer, ainsi que d'autres associations, Wanted Pédo, qui peut aussi vous répondre et vous diriger. Voilà, donc n'hésitez pas. Vas-y, Maxime, je m'excuse. Non, il n'y a pas de souci, exister. Alors, ouais, au niveau des exemples, je vais t'en citer deux que j'avais pris quelques notes. Alors, on a 18 dossiers, des témoignages, on en a à l'appel. Ça sert à rien, on va y passer 3 heures et c'est pas le but non plus le but premier de l'émission. Juste avant, je vais te citer quelques chiffres par rapport à la pédophilie. Il faut savoir qu'il y a chaque année 160 000 enfants qui déposent plainte pour agression sexuelle en France. D'accord? Ça, c'est la moyenne actuelle. 160 000 enfants. Il faut savoir qu'il n'y a que 10% des victimes qui déposent plainte. Donc, un enfant sur 10 déposerait une plainte. Donc, ça veut dire qu'il y aurait potentiellement 1,5 million de viols par an. D'accord? Il y a 4 millions de victimes d'inceste en 2015 totalisées, ce qui donne à peu près 6% de la population. Il y a 84% des victimes qui sont obligées de fréquenter leur agresseur jusqu'à leur majorité. D'accord? Donc la très grande majorité, c'est pas pour dire quasiment tous, sont obligés de continuer à fréquenter leur agresseur jusqu'à leur majorité. Il faut savoir que ça, ces chiffres-là concordent totalement avec les dossiers que je te dis où on redonne l'enfant au père abuseur. Alors là, ça te l'oblige. Et puis en plus, jusqu'à ce qu'on arrive à créer une totale emprise sur lui et à lui faire comprendre que c'est normal, c'est la normalité. Voilà. La Et donc normalité. à l'âge adulte, c'est la normalité. Alors voilà, donc comme je disais tout à l'heure, 95% des plaintes sont classées sans suite, ce qui fait qu'il y a seulement que 5% des plaintes pour viol qui font l'objet d'une condamnation. D'accord? Une victime sur deux a des conduites addictives plus tard. 4 sur 10 ont fait l'objet de tentatives de suicide. 4 enfants victimes sur 10 font l'objet de tentatives de suicide. Pour les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, le risque de cancer est augmenté de 21%, d'accord, et l'espérance de vie diminue de 20%. Et il faut savoir aussi que lorsqu'on est victime de graves violences sexuelles, comme je disais tout à l'heure, ça laisse des traces dans l'ADN. Donc, on est marqué à vie par ces traumatismes qui sont totalement occultés par la société française et minimisés, on met ça de côté. Il faut savoir que ça laisse des traces dans l'ADN, c'est-à-dire on a tous une chaîne d'ADN, ça crée une fêlure dans notre chaîne d'ADN qui se voit non seulement qui se verra dans la chaîne ADN de nos enfants, donc si notre enfant a été abusé lui aussi, le traumatisme est encore plus prononcé, mais qui se verra surtout chez notre arrière-petits-enfants, où là la fissure sera encore plus prononcée que chez notre enfant. On peut le voir. On peut le voir aussi au niveau de l'amygdale cérébrale, qui a. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas assez plongé sur ça. Effectivement, l'amygdale, j'en ai entendu parler. Donc, ça se transmet effectivement. Voilà, ça, si tu veux, c'est un peu des chiffres. Oui, j'ai 2 affaires que je vais un peu vous citer. Juste 2 secondes, Maxime, par rapport aux chiffres que tu donnais. Je crois que c'est 2 enfants par classe, que les gens comprennent bien l'importance de la pédophilie en France. C'est-à-dire que quand vous allez à l'école, emmenez vos enfants, vous avez 2 enfants dans la classe de votre enfant qui sont victimes de pédophilie. C'est les chiffres. C'est sûr que ce qu'il faudrait un jour faire, et c'est ce qu'on fera lors d'une réunion, et si les gens, par exemple, les gens qui nous regardent, c'est de le faire ce test dans une salle, c'est demander à des gens parmi vous combien ont connu
ou se sont fait abuser ou ont connu une personne qui se sont fait abuser. Eh ben, tu verras, je pense que 90%, si ce n'est pas plus, des gens dans la salle vont lever la main. Par exemple, moi déjà, et je sais que beaucoup de gens qui sont dans l'association, voilà, on connaît tous quelqu'un qui a été abusé ou qui a connu quelqu'un qui s'est fait abuser ou qui a connu quelqu'un qui s'est fait abuser. Et je pense que c'est un problème de vraiment un fléau de société, un fléau français. Moi, je vis en France, donc je ne vais pas parler des pays étrangers. Il y en a beaucoup qui aiment bien parler d'étrangers. Ils disent oui, mais regarde, en Afrique, en Asie, les enfants, ils n'ont pas de bras et pas de jambes. Alors, ça faudrait que nos enfants n'ont pas de jambes. Non. C'est pas parce qu'ailleurs c'est pourri, nous, il faut regarder, essayer de changer les choses dans le pays dans lequel on vit. Moi, je ne me porte pas en porte-drapeau d'un pays étranger. Je vis dans mon pays, je veux m'occuper de ce qui se passe ici avant de faire le bon samaritain ou le donneur de leçons ailleurs. Il y a ce qui se passe ici, c'est déjà largement assez, il y a de quoi faire, il y a du travail. Donc, là, par exemple, pour en revenir, je te dis, il y a 1000 enfants qui disparaissent par an, 3 par jour. Il y a des millions de sites pédophiles, il y a 160 000 enfants violés chaque année. Je veux dire, il y en a du travail, les gens, si vous voulez vraiment aider la cause de l'enfance, non ? Et c'est pour ça que j'ai aimé exister quand j'ai vu ta page. C'est parce que tu sors du silence et tu ne fais pas comme les Anonymous. Hein, parce que dans les Anonymous, bien évidemment, il y a des braves personnes aussi. Mais il y a plein d'escrocs qui vont se faufiler là-dedans pour essayer de manipuler et de mettre sur des fausses pistes tout un tas de personnes, les manipuler aussi. Donc, voilà, il y en a du boulot. Nous, on est étonnés de voir qu'il y a des gens qui te crachent comme ça dessus, ou même à nous. Hein, nous, on ne perd pas de temps, on bannit direct. Vraiment, on ne se laisse pas polluer par… c'est bon, qui créent une page « J'aime l'ASE, j'aime les pédophiles, mon pays, c'est le pays des bisounours » et qui ne viennent pas nous emmerder. Nous, on n'emmerde personne, sauf les pédophiles, et on essaye de défendre les enfants du mieux qu'on peut. Donc là, par rapport aux petites affaires que tu voulais que je te cite, alors là, il y a 2 dossiers récemment qu'on a pris. Il y a une femme qui est venue à notre rencontre qui a eu ses 2 jeunes filles autistes placées dans un foyer. Parce que la maman, apparemment, hein, ça c'est ce qui lui a été reproché, ne peut pas s'en occuper alors qu'elle travaille à la Poste depuis 20 ans, voilà, elle s'est toujours occupée de ses 2 petits-enfants. Mais là, d'un coup, il y a eu un signalement de l'école et là, donc, elle s'est fait placer ses 2 petites autistes. Lors de ce placement, l'une d'elles, une des 2 petites, a été agressée sexuellement par un éducateur d'une 50aine d'années qui travaillait dans le centre. Alors moi, toujours, je me demande, ça me fait toujours bizarre de voir des vieux, alors excusez-moi hein, pour ce terme vieux, mais des personnes de 55, 60 ans, même plus vieux des fois, j'ai déjà vu plus vieux, 65 ans, qui travaillent près des enfants. Je ne dis pas que toutes les personnes âgées sont mauvaises, mais ça m'intrigue un peu. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre des personnes quand même et puis en général, c'est souvent ces personnes-là qui font du mal aux enfants. En tout cas, dans les dossiers qu'on a, on constate c'est souvent des personnes d'un certain âge, un peu 68 arts, qui sont là depuis des années dans ce milieu-là de l'enfance. C'est un peu des profils qui ressortent, nous, dans nos dossiers. Donc, ce monsieur était éducateur depuis 10 ans dans ce centre et il a abusé donc une des 2 petites. Et il était salarié il faisait partie de Force ouvrière aussi de sa région. Voilà. Donc, une maman qui s'occupe bien de ses enfants a un signalement X ou Y. Ah oui. Alors, on me dit dans mon oreillette qu'il y a du trollage, beaucoup de trollage. On verra ça plus tard, on ne va pas se laisser perturber. Qui nous regarde, nous, on ne les regarde pas. Alors, donc voilà, si tu veux, ça, c'est des dossiers, c'est-à-dire des personnes se font enlever la garde de leurs enfants, les placent parce que soi-disant, ils ne sont pas aptes, carence éducative. Hein, on place les enfants et ils sont abusés dans un centre, voilà, par des éducateurs, des animateurs ou des personnes travaillant au sein des structures. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, alors cette affaire. Alors, il y a eu, suite à un signalement d'une psychologue, il y a eu une information judiciaire qui a été ouverte sur 2 petites qui ont été abusées par le père. D'accord? Donc, le signalement parle là d'une psychologue. Hein, elle ne parle pas de la maman. C'est la psychologue qui explique que les 2 petites ont subi des attouchements par le papa. Donc là, il y a une information judiciaire qui est ouverte. Les 2 sœurs, comme là, la mère avait des problèmes vraiment à gérer, on va dire, tout ce qui était en train de se passer, dépression, etc., ils ont décidé de placer les enfants
dans une famille d'accueil. La plus grande, elle a été abusée par le père de la famille d'accueil. D'accord? Donc, à force de forcer les choses, quand même, l'ASE fait un signalement. Donc, c'est génial, hein, quand même, l'ASE fait un signalement. Mais il n'y a rien qui aboutit. Le signalement et la plainte de la maman sont classés sans suite par le procureur. De là, l'ASE envoie les deux petites dans un foyer et il les sépare. Donc, ils ne font plus rien ensemble aujourd'hui, les petites. Et la plus jeune des petites aussi, elle a 2 ans. Donc, je tiens à le rappeler, hein, elle a 2 ans et 4 ans et on les sépare, les deux petites sœurs. Donc, bien évidemment, les petites sont terrorisées. Les petites, ça fait 3 ans qu'elles sont placées aujourd'hui, donc elles ne voient plus leur mère. L'enquête contre le père a été clôturée il y a 6 mois. Et il faut savoir qu'il y a une perquisition qui a duré 40 minutes chez le père, où ils ont retrouvé tout un tas de disques durs, etc., où il y avait des mots de passe sur les disques durs. Eh bien, la police, ils n'ont pas pu ouvrir les mots de passe. Ils ont dit, vous ne voulez pas nous donner les mots de passe? Bon, ben d'accord. Alors qu'apparemment, bon, la perquisition 40 minutes, il faut savoir sur ce type de profil que j'ai vachement étudié, c'est des gens qui savent très bien planquer. On l'a vu avec Roman Farina, sous son toit, soit 86 CD-ROM, 7 disques durs, des mini-cassettes, etc. Donc, c'est des bons plans. Ils savent cacher des choses. Donc, le mec, il devait sûrement s'attendre à cette perquisition. Elle dure 40 minutes. Il trouve quand même des disques durs chez lui, où certains ont un accès bloqué par un mot de passe. Eh ben, on ne cherche pas à forcer ces mots de passe pour voir s'il y a de la pédopornographie là-dedans. Alors que c'est déjà sur les disques durs, c'est je ne sais plus combien il y avait de milliers de films X sur ces trucs et un peu tordus. Et c'est un mec qui a toujours des problèmes avec ses compagnes, c'est-à-dire que ses compagnes sont souvent victimes de violences sexuelles, mais je ne vais pas partir dans les détails, mais très très graves, d'accord, où carrément il les filme, enfin ça met des coups, enfin voilà. Et pourtant, les petites sont toujours au foyer. La mère essaye de récupérer, alors qu'elle travaille, elle aussi, elle a un travail, elle a un logement, elle a tout bien pour les accompagner, mais non. Son seul crime, ça a été en fait d'amener, vouloir entendre la parole de leurs enfants, de ses enfants, de ces deux petites filles, et aussi, en plus, c'est même pas parti d'elle, c'est parti d'une psychologue. Donc, je te dis, il y en a beaucoup, nous, dans nos dossiers, qui partent même pas de l'amendement, les signalements ou les plaintes, ça part du médecin ou de l'école, ou blabla, et de fil en aiguille, l'affaire explose et on remet tout sur le dos de la mère. On dit que c'est elle qui a aliéné son enfant à la base. Alors, à propos de l'école, Maxime, il faut quand même signaler aussi une chose, c'est qu'il y a énormément de signalements dus à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ton enfant manque l'école plus de 4 après-midi par semaine, ils doivent signaler que l'enfant n'est plus à l'école. Donc, j'ai un témoignage d'une maman, son fils a été opéré, elle a remis le certificat, pour autant, l'école a appelé et elle a été convoquée, elle a dû rendre des comptes. Donc, on a là vraiment, c'est la chasse aux sorcières. Hein. Si tu veux pas les vacciner non plus, maintenant aussi apparemment. Il y a des enlèvements. Si tu refuses de, et voilà, et si tu veux faire l'école à la maison maintenant aussi. Oui, c'est interdit. Maison, apparemment, ça commence à voilà. Donc maintenant, en fait, pour l'interdire. Voilà. Donc en fait. Dans un état de liberté. On est en liberté, égalité, fraternité. Turlututu, chapeau pointu. D'accord? Voilà, c'est ça. Donc on fait ce qu'on veut. Enfin, on fait ce qu'on veut. Je l'avais pas vu sur le fronton de la mairie, Turlututu, chapeau pointu, par contre. Je ne l'avais pas encore vu, mais effectivement. Non, mais ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, écoute, on a fait un petit point. Après, on pourrait peut-être répondre aux questions. S'il y a des choses qui reviennent, on j'allais proposer. Dessus, hein. Voilà, nickel. On est synchro. Quelles questions on a? Alors, ça troll sévère. Je sais pas, moi je regarde pas. Je regarderai tout à l'heure. Moi non plus, j'ai pas vu. Les petits trolls, ils sont mignons. Mais oui, vous faites tout le monde fait tout bien. C'est pour ça qu'il y a tant d'enfants abandonnés, violés et SDF au final et qui se suicident. C'est parce que le système est parfait, il ne faut toucher à rien. Pour tous ceux qui te disent ça, là, je voudrais juste vous montrer aujourd'hui, récemment, ça date exactement 2017. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, Marie-France 2017. Eh bien, c'est étonnant parce que Marie-France publie des témoignages que d'autres ont dû voir des enfants Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, l'insupportable réalité des enfants placés. Voilà, les témoignages de l'IS, enfants placés, qui racontent des choses épouvantables. Vous avez la loterie du placement. Hein, on parle de loterie du placement. C'est quand même une sénatrice qui le dit. C'est quand même pas moi.
5 000 enfants sont sous protection, dont 50% en placement dans une seule région. Attention, hein, on parle d'une région. Cette région, c'est, je crois, la Loire, Loire-Atlantique, pardon. C'est une sénatrice, Michèle Meunier, qui explique tout ça et qui dit 101 départements, 101 protection de l'enfance. C'est vous dire quand même que sont même pas reliés les uns avec les autres. Un enfant placé, ça coûte… Sans une manière de faire différente. Voilà. Un enfant placé, ça coûte cher. 50 000 € par an, un enfant placé. Une enquête d'anciens de l'AS révèle que 54% d'entre eux disent du bien, mais les autres, qui les écoute, qui les entend? Donc, Monsieur Coste, directeur de Solidarité Conseil Général, explique que les assistantes familiales sont rémunérées en moyenne 1 200 € par mois par enfant. Comment contrôler 2682 établissements privés qui facturent comme bon leur semble? En 2009, les magistrats de la Cour des comptes s'étonnaient que dans un même département, d'un lieu à l'autre, le tarif de la journée passe de 66 € à 305 €. Des malins s'en mettent plein les poches au détriment des enfants confiés quand ce ne sont pas des familles d'accueil maltraitantes ou des institutions livrées à la violence. Je vous le montre, c'est la suite du document que je vous ai donné. Donc, c'est quand même sur Marie-France, c'est quand même pas moi qui invente, c'est quand même pas moi qui raconte n'importe quoi. Donc, il serait temps à un moment donné que votre institution réalise qu'il y a des problèmes et il me semble quand même que c'est à ceux qui sont à l'intérieur, eh bien, de dire ce qui s'y passe. Parce que si c'est pas vous et que c'est nous qui soyons obligés de s'en occuper, de dire des choses et de dénoncer, de se faire insulter, de se faire traiter de tous les noms partout où l'on va, mais franchement, quand ce sera vos enfants qui seront placés ou qui seront violés, j'espère que vous ferez appel à des associations ou à Wanted Pédo, que vous sachiez, et je ne souhaite rien à vos enfants, bien évidemment, mais peut-être que vous serez contents de trouver des associations comme tous ces parents qui souffrent en ce moment, qui sont détruits, totalement détruits par le placement de leurs enfants, et principalement les familles d'enfants autistes, parce que ça, je tiens vraiment à en parler, ou les familles d'enfants handicapés, parce que c'est une honte ce qui est en train d'arriver dans ce pays. Ce qui se passe aussi dans les foyers d'enfants handicapés, ils s'en passent des vertes et des pas mûres, je tiens à le préciser. Exactement. Justement, les enfants autistes et handicapés, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à s'exprimer. Donc, quand ils ont été victimes de quoi que ce soit, pour le faire ressortir, c'est encore plus compliqué. Déjà qu'un enfant ayant le langage et tout ça, c'est assez compliqué pour lui de parler. Alors, imagine quand il est handicapé ou autiste, c'est encore plus difficile à détecter. Donc, ils sont encore plus, comment je vais dire, susceptibles. C'est des pros plus faciles encore. Voilà, bien sûr, bien sûr. Autistes mais je suis quand même étonnée qu'il y ait des gens qui viennent nous dire des choses là, en ce moment, sur le chat, apparemment, alors qu'on leur donne des chiffres qui émanent quand même du gouvernement, qui émanent quand même de la Cour des comptes, qui émanent quand même… Mais je rêve. Comment vous pouvez dans un tel… Regarde, non, mais tu peux… C'est pas un rêve. Regarde, je vais t'expliquer un truc existé. Regarde, il y a des noms, il y a des gens, tu leur dis des noms. Tu leur dis Cyril Hanouna. Il va dire, bah ouais, je connais. Tu vas lui dire Secret Story. Il va dire, bah oui, je connais. Tu dis Michael Youn. Il va dire, bah oui, je connais. Maintenant, tu lui dis L'école en bateau. Il va dire, c'est quoi ça? J'ai entendu parler, ça me dit vraiment quelque chose. Est-ce que tu connais Zandvoort? Ah non, c'est quoi? Le choral, tu connais? Ah non, c'est quoi? Tu leur cites des escroqueries qui a eu lieu dans leur pays, ils ne connaissent pas des histoires de pédophilie, ils ne connaissent pas. Donc les gens, en vérité, c'est des abrutis, veulent s'intéresser juste à ce qui les intéresse, c'est-à-dire des choses débilisantes. Combien j'en ai entendu qui disent « Ah non, moi je ne veux pas me prendre la tête sur des trucs comme ça, moi je rentre du travail, la seule chose que je fais, je ne veux pas me prendre la tête. Hein. Je mets la télé, je regarde des trucs rigolos. » Ben ouais, d'accord. Mais tu crois que c'est comme ça que ça va changer les gens? Ils peuvent faire un déni, ils peuvent insulter qui veulent, ils peuvent t'insulter d'alcoolique ou de je ne sais pas quoi d'autre, de folle, de machin. Non, mais ils font rire, surtout que voilà. D'ailleurs, j'ai chaud là. Cachez-vous derrière votre lâcheté, qui reste caché derrière lâcheté. Nous, en tout cas au sein de l'association, c'est pas de gens comme ça qu'on a besoin pour rejoindre les rangs. C'est des gens un peu comme toi qui sortent de l'anonymat, qui n'ont pas peur de dire les choses, qui n'ont pas peur d'aller sur le terrain, qui n'ont pas peur de mettre la main à la pâte, et sûrement pas des gens qui, comme on en a eu dans l'assaut, ils ont vu le logo, ah c'est mignon, c'est rigolo, ça a l'air bien, et puis ils se voient qu'en fait derrière il y a du travail, parce que ça bosse, hein, je te dis que ça bosse. Et en fait, je comprends que c'est un sujet qui n'est pas facile, mais nous on travaille, et quand il y en a, ils se rendent compte qu'en fait il y a une petite heure à bosser dans la journée.
eh ben, ils ne tiennent pas 3 mois. Parce qu'en fait, c'est pas ça qu'ils voulaient faire. Tu vois, c'était faire les osos, c'était faire. Il y en a, ils viennent nous voir. Ouais, je vous rejoindre, je veux casser de la bouche, je suis pédo. Je dis, ben, t'as pas besoin de nous, hein, vas-y, t'as pas besoin d'être dans l'association. Mais tu vois un peu les profils qu'on a, c'est des gens. Alors, ces gens-là, on n'en a pas besoin. On a besoin de gens réfléchis, intègres, honnêtes, sensés, et surtout qui veulent mettre la main à la pâte. Voilà. Donc, c'est pour ça, on peut que féliciter tes coups de gueule, même si au départ, ils sont un peu sur tous les sujets, mais au moins, ça a le mérite de faire réfléchir certaines personnes, d'en énerver aussi d'autres. Je crois qu'on bug un peu, Maxime. Voilà, Maxime bug. Je disais, on sent de la solidarité dans ta page, en tout cas. Voilà. On essaye. C'est exactement ce sur quoi je voulais rebondir, en fait. Merci, Maxime. En fait, je voulais dire à tous les gens qui regarderont cette vidéo ou qui, en tout cas, peut-être sont là, je ne sais pas, qu'il faut vraiment qu'on se regroupe par collectif, qu'il faut qu'on se regroupe tous ensemble pour pouvoir parvenir justement à faire plier par la loi, puisqu'on a une loi, puisqu'on a une constitution, puisqu'on a les droits de l'enfant, les droits de l'homme. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on se réunisse et qu'on fasse plier ces gens-là avec nos moyens, c'est-à-dire la loi et rien que la loi, parce que tout est dedans. Voilà, donc j'appelle tous les avocats, tous les juristes, tous les gens qui s'y connaissent à venir rejoindre les collectifs qui se mettront en place afin d'aider toutes ces familles et ce, dans tous les domaines, parce que je crois que c'est dans tous les domaines qu'il y a de l'abus, pas que l'ASE, mais un peu dans tous les domaines. Voilà. Alors, on va passer aux questions, Maxime. Allez, go. Est-ce qu'on en a? Aucune. On n'a pas de questions. On va écouter les gens. Ils ont tout. C'était pas la peine qu'on fasse ça. Alors il n'y avait pas besoin. Non. Alors moi je voulais venir sur un petit truc justement avant la fin, avant qu'on termine, parce qu'on avait dit 1 heure. Bon, ça fait 1h30, mais bon, c'était logique qu'on allait déborder. Hein. Je pense que surtout toi, Maxime. C'était pas possible. C'est toi qui déborde. J'ai une grande gueule. Alors je parle beaucoup à ce qui paraît, mais ça c'est comme ça. C'est mes parents m'ont donné une mauvaise éducation. Hein. Ils m'ont pas dû à la fermer. T'aurais dû. Voilà. Oui. Pas de chance. On est passé à côté. Et donc, non, moi, juste ce que je voulais dire, c'était, tu vois, on cite un peu, il y a des abus un peu partout, il y a des enfants qui disparaissent, il y a des sites pédophiles, donc avec plein de pédophiles dessus qui mettent en pâture des enfants, donc il y a du travail. Et moi, ce qui m'étonne un peu dans mon pays, c'est que les gens acceptent beaucoup de choses qui sont un peu schizophréniques, par exemple, et sans jeter l'opprobre sur la police, parce qu'en vérité, comme tu dis, ils sont formés pour faire certaines choses et tout dépend du formateur et des moyens et vers où on les oriente. Mais quand je vois qu'on met des policiers, il y en a énormément, pour verbaliser les voitures, par exemple, dans Paris, il y a la chasse à la bagnole, on t'emmène ta voiture à la fourrière, on verbalise à gogo, ça fait énormément quand même de… Les pères et les impairs. Ça fait énormément quand même de force de policiers pour ça. Quand je vois qu'on les met, donc fourrière, aller flasher et le stationnement. Allez, on va prendre rien que ça. On change la formation de les policiers et on les met sur la pédophilie, les sites pédophiles et sur les disparitions d'enfants, les disparus. Est-ce que tu crois… Les forces seraient utilisées différemment et on aurait beaucoup plus de résultats. Oui, mais moins d'argent. Il faut que tu comprennes ça, Maxime. Ah, effectivement. Ah, on est d'accord. Ah, ben, on est totalement d'accord. Sauf qu'il y aurait beaucoup moins d'enfants malmenés et donc beaucoup moins d'adultes déstructurés plus tard. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est pas un projet qu'on veut. Comme tu as dit, ça rapporte pas d'argent et c'est exactement ça. Mais on nous dit que c'est pour notre bien-être. C'est toujours notre bien-être. Il y a quand même. Je rappelle qu'il y a 3500 morts par an sur la route, 35 000 morts par la médication par trop de médication. Hein. Mais on ne lutte que contre les accidents de la route. Hein. Donc, ça vous explique un petit peu l'état de notre pays. Il y a 160 000 enfants qui déposent plainte pour viol. Mais apparemment, le viol, c'est moins grave que de conduire bourré. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà, en France, tu faut plus conduire. Voilà, c'est plus grave qu'un viol sur un mineur. Conduire, oui, mais pas boire. Faut que tu arrêtes. Tu as vu ce que tu dis dans les vidéos? Il faut arrêter ça. C'est non. Je crois qu'on a une question.
Je crois qu'on a une question. Alors, je prends mes lunettes. Est-ce que vous êtes des enfants placés? Non, pas pour mon cas. Ah non, moi non plus. Tout va bien. J'ai des parents qui m'ont aimé. Et je pense que c'est pour ça aussi que je peux faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que peut-être que si j'avais eu des parents soit qui m'aiment pas, ou soit si j'avais eu des parents qui m'aiment, mais je me fais séparer, je passe de famille d'accueil et tu te fais. Peut-être que je ne serais pas là. Donc non, j'ai pas été placé. Je pense que voilà. certaines personnes n'ont pas besoin d'avoir ni été placées, ni violées pour intervenir et vouloir aider les enfants. Je pense que justement, c'est à nous de réagir en tant que parents et de faire en sorte que tout ça n'existe plus et qu'on aide les familles qui en ont besoin et qu'on arrête de leur arracher leurs enfants. Et j'ai envie de dire quelque chose. Il y a une dame qui m'a envoyé un message qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle-même a été un parent maltraitant. Et elle me l'a dit dans son message. Elle a eu l'honnêteté de me dire qu'elle avait été maltraitante avec un petit garçon qui avait entre 1 an et 2 ans. Je connais pas toute son histoire, mais elle est totalement interdite de voir son enfant. Elle a été suivie. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Je suppose qu'elle a dû vivre elle-même des violences. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Son foyer m'a beaucoup, beaucoup touchée parce que plus personne lui laisse voir son enfant. Ça fait 10 ans que ça dure. Et elle dit, je ne sais pas combien de temps je vais payer dans ma vie. Donc, je pense aussi à ces gens-là qui ont pu avoir un parcours de vie qui font qu'à un moment donné, on déraille. Et pour autant, est-ce qu'on doit être puni toute sa vie quand on voit qu'il y a tant de gens qui font les pires atrocités, qui ne vont jamais en prison, Exactement. alors qu'elle va prendre toute sa vie en prison pour peut-être effectivement avoir fait des faits répréhensibles qui sont très blessants pour un enfant, mais est-ce qu'on paye toute sa vie? Voilà, c'est aussi ça. Est-ce que vous aidez ces parents-là ou est-ce que vous les laissez tout seuls, abandonnés, avec leur culpabilité? Parce que je connais aucun parent qui ne culpabilise pas un jour dans sa vie, parce que aucun parent n'est parfait, mais alors vraiment aucun parent. Donc je pense qu'ils vont pouvoir retirer beaucoup d'enfants parce qu'on a tous des parcours de vie qui font que parfois on fait des erreurs en tant que parent, des graves, des moins graves. Là je parle pas de maltraitance, hein, je parle d'éducation puisqu'on m'a dit. Donc voilà, faut arrêter Carence éducative. Voilà, carence éducative. Moi j'en ai fait plein. C'est ça les mauvais parents. Que voulez-vous? D'ailleurs, je m'excuse publiquement auprès de mes enfants de toutes mes carences éducatives. Mais ils travaillent tous les 3 et ils sont tous équilibrés. Donc, peut-être que… Pas de chance, ça. Il pourrait je sais pas, mais j'ai eu du bol. Non, mais j'ai eu du bol. Ouais, tu as des coups de chance. Tu as des coups de bol, c'est ça, tes coups de chance. Au lieu de tourner à droite, tu as dû tourner à gauche. On a une autre question. Qui fait voter les lois qui retirent les enfants aux familles pour l'enseignement à la maison? Le législateur français, en fait, il faut que nous soyons formatés, que nos enfants soient formatés. Là, je réponds. Aujourd'hui, il y a des programmes dans certains pays, ça doit être l'Islande, je crois, qui fait des programmes très, très intéressants puisqu'ils n'apprennent plus par matière, mais qu'ils apprennent uniquement, tout est tombé, qu'ils apprennent uniquement dans la globalité. Ils apprennent tout dans la globalité. Nous, en France, on n'apprend que par matière, on sait partout. Donc, ça veut dire quoi? Le CNDC? Ah, c'est le CNDC. D'accord. Donc oui, je pense que c'est ça en fait, hein, la réponse, hein, à réfléchir, mais c'est impératif que vous mettiez vos enfants à l'école, hein, vous n'avez pas le droit, c'est comme la vaccination, vous n'avez pas le droit de refuser. Il y a plein de choses qu'on nous impose. Alors bientôt, on va nous imposer 11 vaccins, je crois, à la naissance des bébés, formidable. On a plein de sclérose en plaques, on a plein de gens malades, mais on continue de nous imposer des choses. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se demande pourquoi et à qui ça rapporte, en fait. La vraie question, c'est ça. Exactement. Donc, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Voilà, exactement. On va s'arrêter là, je pense. Écoute, voilà, moi je voulais te remercier pour l'invitation, pour ce que tu fais, et puis remercier les gens qui vont regarder cette émission après, et puis aussi beaucoup mes équipes qui
sans qui on ne pourrait pas faire tout ça. Hein. Il y en a beaucoup, ils disent oui, Max, mais Max, c'est Wanted Pédo. Et c'est tous les gens qui sont dans l'association, qui travaillent avec moi quotidiennement et qui tiennent bon. Parce que, crois-moi, ce qu'on voit, ce qu'on travaille et ce qu'on fait tous les jours, les déplacements, l'accompagnement de famille, la prise de dossier, la partie Internet, que ce soit les sites, la publication, lire les articles tous les jours, c'est fatigant, voilà. C'est fatigant. Surtout, on se sent impuissant par moment aussi. Donc, c'est ça. Et plus on sera nombreux, plus on sera puissant aussi. C'est ce qu'il faut se dire. On attaque quand même quelque chose de gros et qui traîne depuis trop longtemps. Donc, c'est pas c'est ce que je dis à mes équipes, c'est le temps et le travail qui fera les choses et la persévérance. Et puis, arrivera un moment où on sera assez pour voilà, péter des portes, on va dire. Ouais. Moi, je voudrais te remercier parce que vraiment, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je voudrais aussi… On a une question. On a une dernière question apparemment. On prend la dernière. On prend la dernière. Je crois que les gens n'osaient pas mettre de questions. Donc, j'attends qu'on finisse de me la noter. J'ai mon scribe. Ah, j'ai un scribe. Eh ben, t'as un greffier, quoi. Greffier, inscrivez. Eh ben. Alors, la question est pour Max. Les enfants volés d'Angleterre ouvrent les portes à la pédophilie. Sera-t-elle bientôt légalisée en France? De toute façon, le projet, je vais vous dire clairement, nous, sur les sites qu'on surveille, le projet, pour les pédophiles et pour ceux qui sont pro-pédophiles au sein des gouvernements français et mondiaux, c'est de légaliser la pédophilie. Je vous dis direct. On peut le voir dans les scènes de sexe sont enlevées au cinéma. On te fait des dessins animés style sous sèche partie, mais bon, c'est des aliments, c'est des tomates, ça va, mais où ils soufflent dans les fesses. Tu remplaces juste les aliments par des animaux ou par des humains et on verrait comment les gens y réagiraient en fait. C'est juste ça en fait. Juste comme on t'a mis des légumes et des chips, c'est rigolo. Mais en fait, il y a un plan qui est en train de se mener. Les sites de chat pour ados ou hypersexualisation dans les films, dans les télés, etc. Tout ça pourquoi? Pour réduire l'âge de la majorité sexuelle. On le voit en Angleterre, ils ont réduit les droits sexuels, la majorité. Et le but, c'est qu'en fait, un jour, on va te dire, bah oui, mais ton enfant a couché avec un mec de 40, 50 ans, machin, 30 ans, ton enfant de 6 ans, mais il a décidé. C'est un choix et tu ne peux rien y faire parce que ton fils ne t'appartient pas, tes enfants ne t'appartiennent pas. Donc là, ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais bien évidemment que le but final, c'est de légaliser la pédophilie. Et quand on voit les peines, quand on met tout ça bout à bout, quand on voit les peines données à des prédateurs, à des pédophiles, les peines qui leur sont données, quand on voit l'hypersexualisation à la télé, quand on voit qu'ils sont en train de faire des films totalement déjantés avec la sexualité à tout va, quand on voit les émissions télé-réalité avec 300 mots de vocabulaire par émission, où ça monte son cul, c'est nichant, enfin, vas-y, que je t'envoie, c'est limite, maintenant, ça va partir, tu verras que dans 3 ans, ça en partira sur des trucs X dans les chaînes de télé. Quand on voit les publicités en streaming, sur les sites en streaming, tu as des pubs à gogo de sexe, machin, les enfants qui veulent regarder un dessin animé, ils tombent là-dessus. Mais en fait, tout ça, on incite, ça se fait de 10 ans par 10 ans. On est en train de l'accepter petit à petit. En clair, on est en train d'accepter une normalité qui se normalise. Voilà. Et je peux t'assurer que sur tous les sites, sur tous les sites pédophiles, dont un en particulier, le garçon.net, d'accord, qui est un site légal, ça fait 15 ans qu'il existe, les pédophiles, ils te disent que de toute façon, dans 20 ans, la pédophilie sera tolérée par la population et que de toute façon, les lois seront ainsi. Donc, les mecs, ils t'expliquent, ces gens-là, qui ont pignon sur rue avec un site pédophile depuis 15 ans, ils t'expliquent que déjà, le plan est en marche. Et quand mes équipes et moi, on regarde tout ce qui est en train de se passer, on peut voir que ils sont en train de pousser dans ce sens-là. Le plan est en marche, voilà. Dernière question. Dernière, vraiment. Est-ce que vous vous déplacez en France pour toutes les familles? Mais je crois que vous prendrez contact avec Maxime par le biais de l'association, mais tu te déplaces, Maxime? Alors, moi, je fais que ça toute l'année, des membres de l'association aussi. Oui, on se déplace partout en France, seulement on ne se déplace pas sur un coup de téléphone. Tu imagines bien que des coups de téléphone, des mails et des témoignages, on en a beaucoup. Pour une prise de dossier et être bénéficiaire de notre association, on demande de nous envoyer le dossier en intégralité,
qu'on puisse l'étudier, voir si effectivement il y a de la pédophilie, voir si effectivement des actions ont été menées en justice, si déjà les choses ont été faites avant de se déplacer. Et quand on a j'ai pu voir le dossier et me plonger dedans, que je vois qu'effectivement il y a de la pédophilie avérée, là on se déplace, on rencontre les familles et on signe un contrat moral. Hein. Sachez qu'on a un contrat moral au sein de l'association qu'on présente aux familles, les choses qui s'engagent à respecter, les choses qu'on s'engage à respecter. On signe ce contrat. À partir de là, ils sont bénéficiaires de l'aide. Ils sont bénéficiaires de notre association. Donc, on les aide du mieux qu'on peut et on les accompagne dès qu'on le peut et on fait tout notre possible pour les aider. Donc oui, après, on n'hésite pas. Et puis même, moi, tous les mois, je me déplace sur Paris. Là, j'en suis peut-être à 200 000 km sur 3 ans. C'est-à-dire que je fais plus de kilomètres que quand j'étais chauffeur poids lourd régional. Voilà, donc je fais plus de kilomètres. Donc oui, on se déplace beaucoup. Et le but d'avoir des antennes aussi, c'est de pouvoir justement m'éviter des déplacements à certains moments. Mais en général, les dossiers, ça passe obligatoirement par moi avant d'apporter une aide d'un des membres de l'association. Ça passe obligatoirement par le bureau et donc par moi. Voilà, on va arrêter là. Je pense que on a dit tout ce qu'on avait à dire, que toi, tu as aussi pu dire tout ce qu'ils avaient à dire. J'espère voilà, que les gens qui regarderont la vidéo trouveront des choses pour les aider. Vraiment, j'espère qu'on pourra les aider. J'espère qu'on montrera ce collectif. Qui n'hésite pas aussi à venir nous contacter, hein, que ce soit toi ou l'association. Et puis, voilà, donc, en tout cas, merci encore à toi. Merci à tous nos soutiens. Et aux gens de l'asso, je le répète encore une fois, tous mes membres et les sympathisants et aussi les donateurs, même si on n'est pas aidé trop, mais les quelques donateurs qu'on a, on les remercie grandement parce que ça nous aide. Hein, c'est de l'argent en moins qu'on sort de notre poche parce qu'on fait que ça toute l'année. Et dès qu'on a des dons, ça vient nous alléger un petit peu de ce qu'on doit sortir nous-mêmes. Mais bon, donc en tout cas, 80% de nos actions sont financées par notre argent personnel, de mon argent et ceux des membres de l'association. Et on va dire 20% 20%, ça vient des dons extérieurs. Donc 20% de la marche de l'association, ça vient des dons extérieurs. Donc on va dire, voilà, on fait tout nous-mêmes. On compte que sur nous et les gens de l'association. En tout cas, merci à toi et puis, voilà, à tous les bonnes âmes de ce pays qui veulent changer les choses et se rassembler. Mais pour ça, il faut se rencontrer. Voilà, c'est important. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut aller sur le terrain, il faut se rencontrer, il faut rencontrer les gens. Parce que sur Internet, les gens peuvent se faire passer pour qui ils veulent. Voilà, c'est ça le souci avec Internet. En tout cas, merci encore. Existez. Merci. À bientôt. Merci au revoir à ta page et à bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Salut.